La série commence par le son des sirènes et une voix masculine demandant à un homme s'il peut l'entendre. Un ambulancier rapporte l'état de l'homme. Le narrateur mentionne qu'il a été percuté par un camion. Un homme est transporté à l'hôpital et nous voyons un moniteur. Le narrateur semble déconcerté par tout ce tumulte. Les machines commencent à biper bruyamment et les médecins demandent à l'homme s'il peut les entendre. La scène s'estompe dans le noir. Le narrateur accepte qu'il est en train de mourir et regrette de ne pas avoir perdu sa virginité avant de partir. Nous entendons des voix affolées et une femme pleurer. Les yeux de l'homme s'ouvrent et il pense qu'il est encore en vie. Il voit deux visages heureux, un homme et une femme, parlant une langue qu'il ne comprend pas, laissant le narrateur confus. L'homme le prend et l'embrasse, et il proteste, croyant toujours qu'il est un adulte. La femme le soulève aussi, ce qui le rend heureux, et il aime être proche d'eux. Il essaie de toucher ses seins, mais réalise qu'il a des mains de bébé. Il réalise qu'il est un bébé. Il a été réincarné. Il apprend que ses nouveaux parents s'appellent Paul et Zénith. Estimant qu'ils ont la vingtaine, il ressent de la jalousie envers leur jeunesse en tant que parents. Le garçon s'appelle Rudeus, et 6 mois se sont écoulés. Maintenant, il comprend la langue. Le narrateur présente Lilia, la servante de la famille, en mentionnant qu'il est un grand fan de ses compétences. À 6 mois, Rudeus est assez difficile, toujours en train de faire des bêtises. Il porte une culotte sur la tête pour s'amuser. Zénith le trouve et le corrige doucement. Elle remarque que Lilia a l'air mal en point et demande ce qui ne va pas. Lilia se plaint du comportement de Rudeus et s'inquiète qu'il soit peut-être malade. Zénith écarte ses préoccupations, disant que Rudeus n'est qu'un bébé et ne sait pas mieux. Rudeus regarde par la fenêtre le beau paysage et se dit que sa nouvelle maison est quelque part en Europe. Bien qu'il apprécie la vue, il n'a jamais voulu vivre trop loin de la ville ou dans un endroit sans électricité ni gaz. Il aime être réincarné, mais son ordinateur lui manque. En voyant Paul s'entraîner à l'escrime dans la cour, il sursaute, ce qui le fait tomber de la fenêtre et se cogner la tête. Il crie et Zénith le prend dans ses bras et le réconforte. Lilia s'inquiète que Rudeus ne pleure pas beaucoup après une telle chute. Zénith utilise un sort de guérison sur lui, que Rudeus raille d'abord, mais qui l'émerveille ensuite. Paul entre pour vérifier la famille, et Zénith explique ce qui s'est passé. Elle est confuse et paniquée, mais Paul la rassure et l'aide à se calmer. Avance rapide de 2 ans, et nous rencontrons Rudeus âgé de 2 ans. Il devient curieux à propos de la magie, se demandant si sa mère va lui enseigner. Il part à sa recherche, mais découvre à la place un coffre plein de livres. Le temps passe à nouveau, et Rudeus a appris à lire tout seul. Il parcourt des livres sur la magie et essaie de lancer des sorts par lui-même. Ça fonctionne, et il invoque une boule d'eau en prononçant l'incantation. Il se demande s'il peut faire de la magie sans parler. Il essaie la magie sans mots, et ça fonctionne, mais il s'évanouit juste après. Il continue d'essayer. Rudeus découvre qu'utiliser la magie la rend plus forte et que les sorts peuvent fonctionner sans incantation tant qu'il y a une intention derrière. La leçon la plus importante qu'il apprend est de ne pas croire tout ce qu'il lit. Rudeus passe beaucoup de temps à réfléchir aux incantations. Parcourant le livre à plusieurs reprises, il réalise qu'il doit développer ses compétences pendant qu'il est jeune s'il veut exceller. Pendant que Paul s'entraîne à l'épée et que les femmes du voisinage l'admirent, Rudeus invoque une boule d'eau et éclabousse son père. Il a enfin maîtrisé l'art de projeter de l'eau. Il comprend maintenant que les sorts suivent un ordre d'opération. Invoquer l'élément, définir la taille, déterminer la vitesse et le libérer. Il est satisfait de son succès à maîtriser la magie de base et veut essayer la magie intermédiaire. Il récite un sort qui invoque un mini-tsunami, emportant un coin de la maison. Ses parents pensent d'abord qu'il est blessé, mais Zénith voit le livre de sorts ouvert et demande s'il en a lu une partie à voix haute. Lorsqu'il s'excuse, elle pousse un cri de joie et le traite de génie. Paul et Zénith se disputent au sujet de l'éducation de Rudeus en magie et en maniement de l'épée, et Lilia intervient, suggérant un emploi du temps où Rudeus apprend la magie le matin et le maniement de l'épée l'après-midi. Paul et Zénith sont d'accord, et ils engagent un tuteur de magie pour Rudeus, une jeune démone nommée Roxy Migurdia. Rudeus l'adore et s'exclame à quel point elle est petite. Elle marmonne des choses désobligeantes sur Rudeus à voix basse en le rencontrant, et doute de sa capacité à comprendre la théorie magique. Elle accepte le travail et commence immédiatement. Elle explique à Rudeus qu'il n'existe que 3 types de magie. La magie d'attaque, de guérison et d'invocation. Elle partage également que les sorts et les mages qui les lancent sont divisés en 7 catégories. Élémentaire, intermédiaire, avancé, saint, roi, empereur. Elle discute du type de pouvoir magique nécessaire pour lancer des sorts. Roxy démontre une incantation en invoquant une boule d'eau, l'envoie et casse accidentellement l'arbre préféré de Zénith. Elle le guérit juste après. Rudeus invoque une boule d'eau avec une incantation raccourcie et admet à Roxy qu'il n'utilise pas d'incantation lorsqu'il lance des sorts. Elle est choquée et impressionnée. L'arbre de Zénith s'effondre à nouveau et elle gronde Roxy pour l'avoir cassé. Rudeus s'excuse et encourage Roxy qui le remercie pour son soutien.
Zénith invite Roxy à dîner, qui finit par être un festin en son honneur. Rudeus se sent encouragé par cela et est déterminé à être une meilleure personne dans sa prochaine vie. L'épisode commence par une cérémonie funéraire pour 2 personnes. De l'encens brûle alors que les personnes en deuil rendent leurs derniers hommages, mais il y a un siège vide, probablement réservé pour un membre important de la famille. La scène se déplace vers un homme dans un appartement sale regardant quelque chose de douteux sur son ordinateur. 3 hommes entrent dans le bâtiment, l'un portant une batte, et ils montent jusqu'à l'appartement sale. Les hommes armés font irruption, prenant l'homme par surprise. Il se lève pour les affronter, mais l'un d'eux fracasse son ordinateur avec la batte, tandis qu'il le jette dehors dans la nuit pluvieuse, pieds nus. Il marche dans la rue et voit 2 garçons harceler une fille. Un camion arrive droit sur eux. Il crie pour les avertir, mais ils n'entendent pas, alors il s'avance sur la route. Rudeus ouvre les yeux. Il est entouré de figures qu'il a créées avec la magie de la Terre, qu'il fait disparaître. Il entend ses parents faire bruyamment l'amour et décide d'aller dans le couloir jusqu'à leur chambre pour les embêter. En chemin, il voit Roxy devant leur porte. Il retourne dans sa chambre, déterminé à oublier qu'il a vu Roxy. 6 mois passent avec Roxy comme professeur de magie de Rudeus. À ce moment-là, il peut utiliser la magie intermédiaire. Il apprécie ses leçons, qui incluent maintenant des sessions en classe le soir. Roxy lui lit et il écoute avec impatience. Elle révèle qu'elle est un démon et se souvient de la surprise des parents de Rudeus lorsqu'ils l'ont rencontré pour la première fois à cause de la couleur de ses cheveux. Elle lui parle des démons aux cheveux verts appelés Superdes, qui sont terrifiants et ont commis un massacre lors de la dernière guerre. Elle explique qu'ils ont tué tout le monde. Des amis à Fozand ont été bannis du continent démon pour être trop violents. Elle apprend à Rudeus comment les reconnaître et les éviter. Rudeus flatte Roxy et la leçon se termine. 1 an après que Roxy commence à enseigner à Rudeus, ses compétences magiques s'améliorent. Il exécute de la magie avancée et ne manque jamais de mana. Ses compétences à l'épée ont besoin de beaucoup d'améliorations, ce qui amuse beaucoup sa mère. Rudeus se souvient d'avoir été harcelé dans sa vie passée et se sent triste lorsqu'il voit 2 garçons jouer près de la clôture. Roxy partage des histoires sur son village et Rudeus souhaite qu'elle reste avec sa famille pour toujours. Elle lui parle de la possibilité d'étudier à l'université de magie à Ranoa. Le temps passe et Rudeus a maintenant 5 ans. Ses parents lui organisent une grande fête. Paul lui offre une vraie épée et fait un discours sur la protection de ses proches. Zénith offre à Rudeus un livre de sorts magiques et Roxy lui donne une baguette. Elle mentionne l'examen de fin d'études de Rudeus. Rudeus a peur de quitter la maison à cause de la façon dont il a été harcelé dans sa vie passée. Roxy l'emmène faire le tour du village pour son examen de fin d'études. Au début, il a peur de sortir, inquiet que les villageois se moquent de lui, mais il se rend vite compte qu'ils sont amicaux. Il se sent encouragé lorsque les villageois saluent chaleureusement Roxy et semblent aussi lui faire confiance. Il commence à surmonter sa peur d'être entouré d'autres personnes. L'examen final de Rudeus est de lancer le sort Cumulonimbus. Lorsque Roxy le démontre, la foudre frappe Caravaggio le cheval. Roxy s'excuse et soigne le cheval, puis crée une zone sûre avec de la magie de la Terre pour le protéger d'un autre coup. Rudeus réussit à lancer le sort de Cumulonimbus, et Roxy conclut leur leçon, le déclarant mage d'eau de classe saint. Avant de partir pour voyager à travers le monde, elle donne à Rudeus un amulette. Il la remercie pour toute son aide, et il y a un adieu émouvant pour Roxy. Rudeus demande à ses parents la permission de jouer à l'extérieur de la maison. Il leur parle de son comportement et Paul lui fait la leçon sur la gentillesse et l'utilisation de sa force pour protéger les faibles. Il se promène dans le village, appréciant d'être dehors, sans peur. Rudeus voit des garçons en train d'intimider un autre garçon et les effraie en leur lançant des mottes de terre, tout comme il lançait des pierres aux garçons. Il remarque que le garçon intimidé ressemble à un super à cause de ses cheveux verts. Le garçon n'a pas de gemme sur le front, mais a des oreilles étranges. Rudeus engage une conversation avec le garçon et découvre qu'il est à moitié humain et un corps elfe. Le garçon est contrarié par la couleur de ses cheveux. Rudeus devient ami avec lui et se présente. Le garçon dit que son nom est Sylph. Rudeus est impressionné par le nom, et ils commencent à jouer ensemble. Sylph demande s'il peut faire de la magie comme Rudeus, et Rudeus propose de lui apprendre. Quand Rudeus rentre chez lui, il trouve Paul contrarié. Paul est en colère parce qu'une des mères a amené son fils pour signaler que Rudeus l'a frappé. Il crie sur Rudeus à propos de l'incident et précise qu'il ne veut pas entendre la version de Rudeus. Rudeus répond sèchement, et en conséquence, il se fait gifler pour avoir répondu. En colère, Rudeus parle sévèrement à son père. Il explique sarcastiquement, ce qui embarrasse Paul. Paul s'excuse et demande une explication. Rudeus dit à Paul qu'il a utilisé les leçons de Paul sur la protection des faibles pour empêcher Sylph d'être harcelé, ce qui rend Paul triste de la façon dont il a traité Rudeus. Zénith demande à Paul ce qui ne va pas et il parle. Paul exprime son inquiétude à propos de Rudeus, disant que lui parler, c'est comme parler à une personne mature. Pendant l'été, Rudeus s'entraîne à l'escrime tout en formant Sylph à la magie. Sylph lui demande de lui montrer comment lancer des sorts en silence. Rudeus explique comment il le fait, mais Sylph a du mal jusqu'à ce qu'il essaie par lui-même et y parvienne progressivement. Quand il réussit, il célèbre en courant joyeusement à travers un champ de blé avec Rudeus. Fatigué de célébrer, il s'allonge dans l'herbe et Rudeus pense à l'apparence de Sylph, se rappelant un ami de sa vie passée qui était d'une beauté de mannequin. Il commence à pleuvoir et il se précipite vers la maison de Rudeus. À la maison, il rencontre Lilia qui leur prépare un bain. Sylph se
se sent gêné de se déshabiller devant Rudeus. Pendant les leçons d'escrime, Rudeus a une mauvaise journée. Paul demande s'il a encore des problèmes avec Sylph, et Rudeus répond que oui. Il est aussi contrarié que son maniement de l'épée ne se soit pas amélioré. Paul lui conseille de montrer à Sylph son côté plus doux et d'être vulnérable avec elle. Il dit à Rudeus d'être honnête avec Sylph et de partager ses sentiments, quoi qu'il arrive. Rudeus avoue ses sentiments à Sylph. Elle prend ses mains et le réconforte. Paul pense que Rudeus a peut-être trop bien suivi son conseil. Rudeus et Sylph décident de rester amis, et Paul les prend tous les deux dans ses bras. Zénith est enceinte. Rudeus la félicite et elle lui dit qu'elle sait qu'il sera un excellent grand frère pour son petit frère ou sa petite sœur. Paul et Zénith sont ravis. Lilia révèle qu'elle est aussi enceinte. Paul admet qu'il est le père du bébé de Lilia. Zénith, bouleversé, le gifle de colère. Lilia et Zénith discutent de l'avenir. Paul essaie d'intervenir, mais Zénith lui crie dessus. Zénith envisage sa prochaine étape après la trahison de Paul dans leur mariage. Rudeus intervient pour parler à sa mère de la situation, ce qui énerve encore plus Zénith. Rudeus rejette la faute sur Paul et essaie de défendre Lilia. Il invente une histoire où Paul est le méchant et Lilia est la servante sans défense, incapable de résister à ses exigences, ce qui convainc sa mère de laisser Lilia rester. Elle accepte et demande à Lilia de rester. Zénith est très en colère contre Paul. Lilia pleure de soulagement. Paul passe sa frustration sur Rudeus. Lilia se tient près de la fenêtre en les regardant, pensant à la façon dont elle a séduit Paul. Elle a laissé sa porte ouverte en se baignant pour que Paul puisse voir, puis il est entré dans sa chambre. Lilia pense qu'elle aurait dû être punie et réalise le rôle de Rudeus dans son pardon. Elle réfléchit à ses sentiments pour Rudeus et conclut qu'elle lui doit son respect. Elle promet de dédier son enfant au service de Rudeus quand il grandira. Zénith et Lilia donnent toutes deux naissance à des filles. La fille de Zénith s'appelle Norn et la fille de Lilia s'appelle Aisha. Paul couvre ces deux filles d'affection et on le trouve souvent en train de faire des choses idiotes pour elle. Rudeus pense que Paul n'est pas cool et décide qu'il sera le grand frère cool pour ses petites sœurs. Après que Rudeus aide Lilia, elle devient plus amicale avec lui et partage des histoires sur la jeunesse de son père. Rudeus compare ses compétences en escrime à celles de son père. Paul excelle dans les 3 styles d'escrime, ce qui fait perdre confiance à Rudeus. Paul essaie de lui remonter le moral, mais Rudeus répond de manière impolie. Paul saisit l'occasion pour parler à Rudeus de son amitié avec Sylphie. Il mentionne aussi l'école, ce qui semble intéresser Rudeus. Paul plaisante sur le fait que Rudeus ira à l'école après avoir appris à lire et à écrire. Sylphie pratique la magie du vent sous leur arbre, tandis que Rudeus pense à l'école et à l'idée qu'il pourrait aimer y aller. Il mentionne à Sylphie à quel point il se sent piégé et laisse entendre qu'il veut aller ailleurs, mais elle devient émotive et pleure. Rudeus reçoit une lettre de Roxy où elle partage ses expériences de voyage et de travail en tant que mage à la cour du royaume de Shiro. Elle lui dit qu'elle a enfin maîtrisé la magie de l'eau de classe roi et lui conseille de penser à s'inscrire à l'université de magie de Ranoa s'il atteint une impasse avec sa magie. Rudeus réfléchit à la lettre de Roxy et envisage de s'inscrire à l'université. Il décide que l'université sera sa prochaine étape et en parle lors du dîner le soir suivant. Il demande à son père s'il peut payer les frais de scolarité pour lui-même et Sylphie, mais Paul refuse, disant que Rudeus est trop jeune pour penser à l'université et qu'ils n'ont pas l'argent pour les deux. Rudeus demande la permission de trouver un emploi pour gagner les frais de scolarité de Sylphie afin de la soutenir à l'université. Paul accepte étonnamment sa demande. Un jour, pendant les leçons d'épée, une étrange charrette s'arrête devant leur maison. Une femme habillée en guerrière en descend. Elle s'appelle Ghislaine. Ils informent Rudeus qu'ils lui ont trouvé un emploi dans une autre ville et qu'il doit commencer immédiatement. Sans donner à Rudeus la chance de discuter ou de réfléchir, Paul l'assomme. Il se réveille dans un wagon avec Ghislaine, qui lui dit qu'ils vont travailler ensemble à partir de maintenant. Rudeus essaie d'accepter le fait qu'il va travailler avec Ghislaine. Elle lui lance une lettre et lui dit de la lire à voix haute puisqu'elle ne peut pas la lire elle-même. C'est une lettre de son père, l'informant que son travail consistera à donner des cours à une jeune fille noble de 9 ans à Roa. Il mentionne également qu'il donnera des cours à Ghislaine en échange de ses leçons d'escrime. Sa période de service est de 5 ans et il n'est pas autorisé à rentrer chez lui ou à écrire des lettres à Sylph pour l'instant. Paul donne ses instructions pour empêcher Rudeus et Sylphie de trop compter l'un sur l'autre. Tout au long du voyage vers Roa, Rudeus continue de penser à la lettre de son père. Ghislaine et Rudeus arrivent à Roa en toute sécurité. Rudeus est conduit dans un salon et remarque que beaucoup de serviteurs sont des hommes bêtes. Il rencontre le maire de Roa, Philip Greyray, qui est aussi le cousin de son père et le père de la jeune fille noble que Rudeus est censé enseigner. Philip demande à Rudeus ce qu'il sait du travail et réalise que Paul ne lui a pas donné assez d'informations pour bien accomplir ses tâches. Philip prend l'initiative de parler à Rudeus de sa fille pour qu'il soit mieux préparé lorsqu'ils se rencontreront. La fille de Philip, Eris, a une personnalité féroce, ce qui intimide un peu Rudeus, mais il décide de faire preuve de courage et de se présenter. Eris n'est pas impressionné et lui crie dessus. Il réplique et elle le gifle pour ça. Il la gifle en retour et elle le frappe et le bat. Il utilise la magie du vent pour la faire voler et s'enfuit pour sauver sa vie. D'une manière ou d'une autre, Rudeus revient là où se trouve Philip et appelle Eris la créature la plus vicieuse qu'il ait jamais vue.
Réalisant qu'il parle à son père, il se ravise et se corrige en disant qu'elle est une jeune fille fougueuse et attentionnée. Philippe s'attend à ce que Rudeus fasse ses valises et rentre chez lui maintenant, mais Rudeus est déterminé. Philippe lui demande quel est son plan pour intéresser Iris à l'apprentissage, et Rudeus propose de monter un spectacle pour la tromper et lui donner envie d'apprendre par elle-même. Rudeus dit à Philippe ce dont il a besoin et ils élaborent un plan ensemble. Rudeus sort l'amulette de Roxy et prie pour le succès du plan. Le point culminant du plan de Rudeus est un faux enlèvement. Lui et Iris sont kidnappés et fidèles à elle-même, Iris crie, ce qui attire l'attention de l'un de leurs ravisseurs. Il fait irruption dans la cellule et lui crie de se taire. Elle l'insulte et il lui saute dessus et commence à la frapper. Rudeus se fait aussi frapper juste à cause de son apparence et le ravisseur, ayant affirmé sa domination, quitte la cellule et la verrouille. Iris, souffrante, jure de se venger de l'homme, tandis que Rudeus soigne ses blessures. Il se tient près de la porte, écoutant leur ravisseur parler, ce qui le rend anxieux. Il commence à réaliser qu'ils sont vraiment en train d'être kidnappés. Rudeus utilise la magie de la terre pour enlever les barreaux de la fenêtre et essaie de s'échapper. Il passe un accord avec Iris, promettant de la sauver si elle accepte de ne pas le dénoncer ou le frapper. Leur négociation devient un peu bruyante, attirant l'attention de leur ravisseur, mais Rudeus utilise la magie de la terre pour bloquer les portes. Iris hésite et c'est seulement lorsque les ravisseurs sont sur le point de pénétrer dans la cellule qu'elle accepte de l'aider. D'un bond, il s'échappe juste au moment où le chef ravisseur fait irruption par la porte et la barrière de magie de la terre avec la magie du vent. Les ravisseurs commencent une poursuite lorsqu'ils réalisent qu'Iris et Rudeus sont partis, presque à leur hauteur à cause des cris d'Iris après que Rudeus l'ait complètement guéri. Rudeus la laisse derrière puisqu'elle a rompu sa promesse, mais elle le suit en entendant leur ravisseur tout près. Une fois hors de danger, ils trouvent une calèche pour les ramener à Roa. En arrivant à Roa, ils aperçoivent un membre du personnel du maire, et Rudeus s'approche de lui. Mais ensuite, Iris est de nouveau enlevée. Rudeus se précipite pour la retrouver. Lorsqu'il la localise, il attaque nos ravisseurs avec de la magie et parvient à la libérer de leur emprise. Les hommes s'avèrent être des serviteurs du manoir qui offrent de l'or à Rudeus pour les rejoindre. Il refuse leur offre parce qu'il a des principes. Il les aveugle avec un éclair et les combat avec de la magie. Il saute devant Iris pour la protéger et manque de se faire tuer par la lame d'un des ravisseurs. Heureusement, Ghislaine intervient, déviant l'arme et décapitant l'homme d'un geste rapide. Rudeus est stupéfait par cela. Il la remercie de les avoir sauvés. Le complot devient clair pour Philippe. Iris est contrarié et Rudeus a l'impression d'avoir échoué à la motiver à apprendre. Il s'éloigne et Iris décide de l'accepter comme son tuteur. Elle lui donne également la permission spéciale de l'appeler Iris au lieu de Dame Iris, comme les autres domestiques du manoir. Philippe félicite Rudeus pour son bon travail, mais au lieu d'accepter le compliment, Rudeus s'excuse. Il demande pourquoi les ravisseurs s'intéressaient aussi à lui, et Philippe explique qu'un membre de la famille Greyra peut être utile de nombreuses façons, tant sur le plan politique que physique. Philippe lui assure que son implication sera gardée hors des registres pour éviter une attention indésirable. L'histoire officielle est que Ghislaine a entendu leurs cris et s'est précipitée pour les sauver. La femme de Philippe, Hilda, entre dans le salon, et Rudeus se présente en s'inclinant comme Philippe lui a appris la veille. Elle soupire en le regardant et quitte le salon. Un autre Greyra fait irruption pour voir le fils de Paul. Rudeus se présente et l'homme commande que Rudeus est trop poli pour être le fils de Paul. Il lui permet de rester dans le manoir. L'homme est présenté par son majordome, Alphonse, comme le seigneur de Fitoa, Lord Soros Boreas Greyra, qui est le père de Philippe et l'oncle de Paul. Lord Soros interroge Rudeus sur la façon dont il a sauvé Iris. Mais quand Rudeus essaie de raconter l'histoire officielle, il se fait crier dessus. Il mentionne ensuite que Philippe lui a dit qu'il ne devrait pas s'attribuer le mérite. Lord Soros appelle son fils, qui s'agenouille devant lui. Soros le frappe, l'envoyant voler à travers la pièce. Il gronde Philippe, qui doit alors s'expliquer auprès de Lord Soros. Lord Soros demande à Rudeus d'enseigner la magie à Iris. Rudeus accepte de la tutorer mais préfère qu'elle le lui demande directement. Il explique pourquoi ce serait mieux, et Lord Soros appelle Iris. Elle vient au salon, et Lord Soros lui dit de demander à Rudeus de lui enseigner la magie elle-même. Elle essaie de demander à Rudeus de manière qu'elle pense être polie, mais il s'avère qu'elle ne fait que l'imiter et essaie d'être mignonne comme les gens bêtes. Rudeus n'aime pas ça, et lui crie dessus pour son comportement étrange. Il enseigne les mathématiques à Ghislaine, et pendant qu'il est occupé, Iris, livrée à elle-même, met le feu à une partie du manoir pour montrer sa magie du feu. Rudeus éteint le feu et la gronde doucement, mais elle s'enfuit pour se cacher. Rudeus enseigne à Iris depuis environ un mois, et il a souvent dû gérer ses fuites et cachettes chaque fois qu'elle est contrariée ou grondée. Elle s'enfuit à nouveau, et Rudeus la trouve endormie dans la grange. Il essaie de la réveiller normalement. Elle frappe Rudeus encore une fois. Frustré, Rudeus parle à Ghislaine, qui suggère qu'elle et Iris devraient être enseignées ensemble. Les cours combinés commencent, et Iris se montre aussi perturbatrice que jamais. Pendant un cours, quand Iris dit qu'elle s'ennuie, Ghislaine lui parle de ses premières années en tant qu'aventurière et pourquoi elle a décidé qu'elle avait besoin de quelqu'un pour lui enseigner la lecture et les mathématiques. L'histoire captive Iris et l'encourage à poursuivre ses leçons. Rudeus s'entraîne avec Iris sous la direction de Ghislaine, et une fois de plus, Iris bat Rudeus. Ghislaine souligne ses faiblesses, et il essaie de les lui expliquer.
Elle lui dit de travailler sur ses sursauts. Eris s'entraîne à nouveau avec lui, et même s'il est épuisé et se plaint, il se relève pour travailler son maniement de l'épée. Malheureusement, sa brève victoire en amenant Eris à se concentrer en classe s'estompe rapidement, alors qu'elle revient à son comportement intense et agressif. Rudeus, Eris et Ghislaine ont un jour de congé rare et décident de le passer en ville. Alors qu'ils se préparent à sortir, Rudeus se charge de rappeler à Eris les règles. Il complimente sa tenue et elle le frappe encore une fois. Quand ils arrivent au marché, Eris court d'un stand à l'autre, ravi par les sons, les odeurs et les offres uniques. Un marchand essaie de vendre un aphrodisiaque à Rudeus. Rudeus pose des questions aux marchands à ce sujet et Eris confronte Rudeus. Il tient un livre et note les prix des marchandises du marché. Eris insiste pour qu'il explique ce qu'il écrit et il le fait. Il lui dit qu'il compare les prix à différents étals. Il a donné un problème de mathématiques à ses élèves et comme prévu, Eris se trompe. Ghislaine a raison et Eris ne comprend pas pourquoi la sienne est fausse. Rudeus va à emprunter quelques livres et Eris propose d'acheter celui qu'il regarde. Quand il demande si elle a de l'argent, elle dit qu'elle demandera à son grand-père de l'acheter pour lui. Il refuse et elle demande pourquoi. Il explique qu'elle n'a pas le droit de dépenser de l'argent qu'elle n'a pas gagné. Cela déclenche une discussion sur l'argent et la valeur. Il lui dit combien il gagne et quand elle est surprise, il explique pourquoi son salaire est si bas. Rudeus suggère qu'elle demande une allocation à son père et elle s'enthousiasme à l'idée d'avoir son propre argent. Sur le chemin du retour, Rudeus aperçoit la forteresse de Purogius, le roi dragon, et se sent alarmé. Eris et Ghislaine partagent l'histoire de Purogius et Laplace, expliquant comment Purogius a vaincu Laplace lors d'une guerre qui s'est terminée il y a 414 ans. Rudeus pense à la guerre. Rudeus remarque qu'Eris devient une meilleure élève quand elle a des pauses régulières. Eris utilise son argent de poche pour acheter la potion aphrodisiaque chez le marchand et la présente à Rudeus. Elle déclare qu'elle est maintenant meilleure en mathématiques et qu'elle peut calculer correctement. Curieuse au sujet de la potion, elle demande à Rudeus à quoi elle sert. Il essaie de changer de sujet en s'enfuyant, alors elle demande l'aide de Ghislaine pour l'attraper. Pendant la lutte, la bouteille de potion se brise et il révèle accidentellement que c'est un aphrodisiaque. Les femmes secouent la tête en le regardant et sa punition est d'être chatouillée par Eris. Ghislaine et Eris s'entraînent férocement dans la neige alors que l'hiver revient. Eris dévie les attaques de Ghislaine et Ghislaine loue sa vitesse et son habileté, promettant que si elle continue ainsi, elle passera au rang avancé. Rudeus enseigne la magie et l'arithmétique à Eris et Ghislaine, et elles comprennent rapidement. Le temps passe, mais la mère d'Eris continue de mépriser Rudeus, le laissant se demander pourquoi. Rudeus excelle dans la sculpture de figurines et admire celle qu'il a faite de Roxy lorsqu'on frappe à la porte. Il l'ouvre pour trouver une femme plus âgée, nommée Edna Raver, venue discuter des leçons d'Eris. Rudeus est ravi de rencontrer Edna Raver. Elle l'informe que le 10e anniversaire d'Eris approche et que Lord Soros veut lui organiser une fête. Elle explique que des nobles seront présents et qu'Eris doit bien se présenter en termes de courtoisie et de danse. Le point culminant du bal sera une danse dirigée par Eris, donc elle aura besoin de temps pour maîtriser ses manières. Edna demande à Rudeus de renoncer à certaines de ses heures d'enseignement pendant la semaine pour qu'elle puisse entraîner Eris en courtoisie et en danse. Rudeus accepte volontiers, ravi à l'idée d'une pause de ses cris et de ses coups. Ravi d'avoir du temps libre, Rudeus décide d'explorer la bibliothèque. Paul lui fait visiter les bibliothèques du manoir, expliquant les différentes sections. Avec de nombreux livres en langues étrangères disponibles, Rudeus choisit d'apprendre une nouvelle langue pendant son temps libre. Comme il y a beaucoup de personnes bêtes dans le manoir, il décide d'étudier leur langue pour mieux interagir avec elles. Il choisit également d'apprendre la langue des démons, au cas où il en aurait besoin un jour. Cependant, étudier la langue des démons s'avère difficile, et Rudeus se retrouve en difficulté. Il écrit à Roxy, partageant ses nouvelles études et les langues qu'il apprend. Alors que l'hiver cède la place au printemps, Rudeus ne s'améliore toujours pas en langue des démons. Un après-midi, alors qu'il se creuse la tête sur un livre en langue démoniaque, il entend Eris claquer une porte et partir en courant comme d'habitude. Edna s'approche de Rudeus, lui demandant de l'aider à convaincre Eris de revenir à ses leçons puisqu'il est le seul tuteur à ne pas avoir abandonné. Rudeus accepte d'aider et part à la recherche d'Eris, la trouvant assise sur une grande botte de foin. Incertain de savoir comment elle est montée là-haut, il s'assoit à la base de la botte. Il parle de ses leçons de danse et de la façon dont les gens la forcent à faire des choses. Rudeus reformule ses responsabilités sous un autre angle et propose de l'aider. Étonnamment, ses mots résonnent et il se retrouve entraîné à assister à un cours de danse avec Eris. Au cours de danse, Edna associe Rudeus à Eris, mais leur première tentative est un désastre lorsqu'elle le projette à travers la pièce de frustration. Le cours de danse devient une torture pour Rudeus. Pendant ce temps, il vend sa sculpture de Roxy à un marchand itinérant au marché. Alors qu'il passe plus de temps avec Eris au cours de danse, il reste perplexe face à la langue des démons. Rudeus reçoit un colis de Roxy, accompagné d'une lettre. Le colis contient un démon. Manuel écrit à la main par Roxy, détaillant les mots, leurs usages et significations avec des illustrations. C'est extrêmement utile pour Rudeus. Un jour, Eris et Rudeus réussissent enfin à passer un cours de danse sans incident, recevant les éloges de Madame Edna Raver. La fête pour le 10e anniversaire d'Eris est un grand événement, avec des nobles de divers endroits se rassemblant dans la salle de bal du manoir. Tout le monde est DR.
habillés, y compris Rudéus, qui a les cheveux gominés et porte un manteau formel qui le fait ressembler à un véritable noble. Il se dirige directement vers le buffet pour goûter à toute la délicieuse nourriture disponible. Eris entre dans la salle de bal avec son père et son grand-père, et toutes les conversations s'arrêtent. Elle a les cheveux coiffés et porte une robe magnifique, mais elle a l'air assez mal à l'aise parce qu'elle est trop consciente de tout le monde autour d'elle et s'inquiète de dire ou faire quelque chose qui pourrait embarrasser sa famille. Une fois présentée, Eris fait une révérence à la foule de bienfaiteurs, bien que cela semble un peu raide. Rudeus l'observe et remarque son inconfort. Après les présentations, Lord Soros défie joyeusement quiconque cherche la faveur de la maison Boréas de prendre la main d'Eris pour la première danse. Au début, personne ne se manifeste jusqu'à ce qu'un jeune noble courageux demande à Eris de danser. Eris montre sa nervosité dès le début, dansant plus vite que le tempo de la chanson. Plusieurs maladresses se produisent lors de leur première danse, se terminant avec Eris par terre. Les invités commencent à chuchoter à son sujet. Rudeus décide d'intervenir et de sauver Eris des murmures sévères des nobles. Il lui demande de danser, et elle accepte. Elle fait quelques erreurs dans la première moitié de la danse, dansant principalement plus vite que la musique. Rudeus s'enquiert de sa difficulté, et elle lui explique. Il réalise qu'elle connaît tous les pas, mais a du mal avec le rythme à cause de son stress. Alors il lui suggère de fermer les yeux et de penser à la danse comme à un combat à l'épée. À partir de ce moment, la danse se déroule sans accroc, et Eris commence à s'amuser, dansant avec éclat. La danse se termine sans que personne ne tombe ni ne donne de coups. Tout le monde applaudit Eris et Rudeus. Edna prend Rudeus à part et lui demande comment il a réussi à aider autant Eris et il explique son approche. Les jeunes dames au bal se rassemblent autour de Rudeus, le complimentant et beaucoup lui demandant une danse. Quand Eris le repère, elle l'entraîne par la peau du cou. Rudeus, Eris et Ghislaine se détendent dans la chambre de Rudeus, où il offre à Eris une baguette. Elle n'est pas intéressée au début, jusqu'à ce que Ghislaine remercie Rudeus pour son cadeau. Il continue à expliquer comment fonctionne la baguette. Ghislaine donne à Eris un talisman destiné à protéger contre les loups. Un des enfants demande si ça fonctionne, et Ghislaine leur raconte une histoire. Eris porte le talisman et promet de le chérir. Une fois que Ghislaine et Eris sont endormis, Rudeus se promène dans le manoir. Il entend des bruits de quelqu'un occupé dans la tour et décide d'aller voir. Il surprend Lord Soros et une servante bête qui s'enfuit rapidement lorsque Lord Soros appelle Rudeus. Rudeus s'approche de lui et ils regardent tous les deux depuis la tour. Il y a un objet étrange dans le ciel qui semble menaçant. Rudeus demande à Lord Soros ce qu'il en pense et il répond qu'il aimerait le considérer comme un bon présage. Rudeus fait de grands progrès dans ses études de langue et se sent fier de lui. Il aime apprendre de nouvelles langues. Eris a atteint un niveau avancé en escrime et elle adore ça. Un jour, Rudeus aperçoit Eris et une servante bête en train de glisser quelque chose dans la cuisine, éveillant sa curiosité. Il décide de les suivre et voit les servantes bêtes avec Ghislaine et Eris dans la cuisine. Eris mentionne que leur plan fera sûrement pleurer Rudeus. Rudeus comprend bientôt qu'ils lui organisent une fête d'anniversaire surprise. Philippe explique pourquoi la famille Boréas doit le garder secret. La dynamique de la famille Guerra est inhabituelle. Depuis que Paul a quitté la lignée Notos, son frère est en charge là-bas. Si la lignée Boréas met ouvertement en avant Rudeus, cela pourrait être perçu comme un acte de guerre par la lignée Notos. C'est le jour de la fête de Rudeus et le manoir est en effervescence. Ghislaine est chargée de garder Rudeus dans sa chambre pendant que les préparatifs sont en cours. Quand Rudeus essaie de partir, Ghislaine l'arrête. Sachant pour la fête, il teste jusqu'où Ghislaine ira en lui montrant une figurine qu'il a faite d'elle et en demandant à voir la base de sa queue pour comparaison. Ghislaine enlève son pantalon pour qu'il puisse voir sa queue, et à ce moment-là, la servante bête arrive pour appeler Rudeus à descendre pour la fête. Quand il arrive, Eris lui offre des fleurs, ce qui le rend émotif et déclenche les instincts protecteurs de Lord Soros, le poussant à déclarer la guerre à la lignée Notos. Ils doivent l'éloigner de la fête pour l'arrêter. La mère d'Eris se rapproche de Rudeus et suggère un mariage entre lui et Eris. Eris proteste et finit par se disputer avec sa mère au milieu de la fête. Eris offre à Rudeus un bâton magique appelé Aqua Artia, qu'il aime. La fête s'avère être un succès et tout le monde passe un bon moment. Quand Rudeus rencontre Philippe, il le trouve ivre. Philippe lui dit qu'Eris a 2 frères qui sont avec le frère de Philippe dans la capitale. Il explique aussi qu'Hilda n'aimait pas Rudeus au début parce qu'il lui semblait injuste qu'elle ne puisse pas élever ses propres fils tandis que le fils de quelqu'un d'autre avait libre cours dans sa maison. Philippe répète la proposition de mariage de Hilda pour qu'il puisse organiser un coup d'état et gagner du pouvoir. Rudeus refuse et va se coucher pour trouver Eris l'attendant en simple chemise de nuit. Il soupçonne que c'est l'œuvre de Philippe. Quand il essaie de la toucher, elle réagit violemment et sort en trombe. Elle revient et Rudeus s'excuse pour ses actions. Elle lui dit qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, s'ils peuvent attendre 5 ans. Rudeus est ravi, mais se souvient soudainement de Sylphie. De retour dans son village, Paul s'occupe des monstres, ce qui l'empêche d'assister à la fête d'anniversaire de Rudeus. Sylphie rend visite à la famille de Paul et passe du temps avec les femmes là-bas.
Zenith et Lilia discutent de la façon dont Sylphie a changé depuis le départ de Rudeus. Roxy voit des nuages d'orage se former au-dessus de la région d'Asura et s'inquiète de ce que cela signifie pour Rudeus et sa famille. De loin, le mana s'accumule et des créatures de divers royaumes envoient des émissaires pour enquêter. Un souverain mentionne que le nuage ressemble au nuage d'invocation du démon, la place. Il ordonne à ses serviteurs de trouver et de tuer quiconque a lancé le sort. Rudeus emmène Ghislaine et Eris pour leur montrer le sort de Cumulonimbus. Il essaie de le lancer et les nuages changent. Ghislaine l'informe que le mana est concentré. Un homme nommé Elmonfey le radieux tente de les attaquer, croyant que Rudeus a causé le trouble. Il prétend être venu sur ordre de Lord Pierodius pour tuer Rudeus. Rudeus clarifie que l'accumulation de mana n'a rien à voir avec lui. Alors qu'Elmonfey s'en va, une lumière vive engloutit Rudeus, Eris et Ghislaine. Rudeus se retrouve dans le corps de sa vie passée, coincé dans une sorte de limbe. Une voix éthérée commence à lui parler, et il exige de savoir qui c'est. La voix se révèle être l'homme, expliquant qu'il a choisi d'intervenir parce que la vie de Rudeus a été fascinante. Il rassure Rudeus en lui disant qu'il est de son côté, mais Rudeus se met en colère et refuse d'écouter. L'homme clarifie ses intentions, disant à Rudeus que son corps est maintenant dans le royaume des démons et lui demande de compter sur l'homme avec lui et de l'aider. Rudeus se réveille à côté d'un feu crépitant avec Eris dormant à ses côtés. Il évalue sa situation et reconnaît l'homme en face de lui comme un démon super. Tentant de se défendre, Rudeus essaie de lancer un sort contre lui puis de parler en langue démoniaque. Mais l'homme ne comprend pas sa question. Le démon explique qu'il a vu Rudeus et Eris tomber du ciel et faire un feu pour se réchauffer. Rudeus demande si le démon a vu Ghislaine, mais il ne l'a pas vu. Le démon demande alors à Rudeus s'il a peur, ce à quoi Rudeus répond qu'il serait impoli de le craindre après qu'il les ait sauvés. Le démon trouve Rudeus étrange et Eris bouge. Rudeus se présente, et le démon répond avec son nom, Ruigar Superdia. Alors que Rudeus s'approche du feu, il demande où il se trouve, et Ruigar lui indique l'emplacement exact, le continent démoniaque du nord-est dans la région de Bagoya. Rudeus réfléchit à la distance qui les sépare de chez eux. Ruigar demande comment ils ont atterri dans le royaume des démons, et Rudeus explique qu'ils ont été engloutis par une lumière éclatante de pouvoir magique. Ruigar promet de les protéger et jure de les ramener chez eux. Eris se réveille, crie et pleure à la vue de Ruigar, puis se cache sous la couverture de peur. Cependant, voir Rudeus calme avec Ruigar lui donne assez de courage pour sortir. Eris se présente et Ruigar fait de même. Rudeus aide à apaiser la tension entre Eris et Ruigar, et tous les trois partent en voyage. Ruigar veille sur eux et partage ce que son troisième œil peut faire. Leur voyage les mène à un village Magurd et Ruigar essaie de les faire entrer. Le chef vient voir les voyageurs, et Rudeus se présente dans leur langue. L'ancien salue Rudeus et demande à propos du pendentif qu'il porte. Rudeus mentionne Roxy, réalisant que c'est son village. Eris est enchanté par le village et leur mode de vie, tandis que Rudeus en apprend plus sur Roxy. Pendant leur séjour, Rudeus réfléchit à la catastrophe de mana et à ses causes possibles. Ils continuent de voyager, avec Ruigar prévoyant de les escorter tout le long du chemin. Rudeus découvre que Ruigar ne peut pas entrer dans les villes, mais il ne sait pas pourquoi. Il apprend aussi que Ruigar a autrefois sauvé un enfant maguridien et qu'il est dévoué à la protection des enfants. Le principal objectif de Ruigar est de restaurer l'honneur de sa tribu. Lorsque Rudeus pose des questions sur la guerre, cela suscite de fortes émotions chez Ruigar. Rudeus l'encourage à partager son histoire. Ruigar décrit comment, avant la bataille finale de la guerre, la place a donné aux guerriers super de nouvelles lances qui les ont corrompus, les transformant en bêtes assoiffées de sang qui tuaient tout le monde en vue, ennemis comme amis. Il note qu'il reste peu de super et discute de l'impact de la guerre sur leur réputation. Rudeus sympathise avec les super et promet d'aider Ruigar à restaurer leur honneur. Ils reçoivent leur bénédiction et les Magurdiens offrent une épée à Rudeus. Eris fait une révérence et les remercie, et le trio poursuit son voyage. Eris tue violemment des monstres avec sa nouvelle épée et mange de la nourriture sauvage comme si elle était née pour être une aventurière. Rudeus, en revanche, ne va pas aussi bien car la nourriture ne correspond souvent pas à son goût. Le trio se dirige vers la ville de Rikarisu. En attendant pour entrer, il voit des démons qui ressemblent à des animaux. Et Ruigar partage des informations sur les différentes tribus de démons. Les gardiens demandent des informations sur un démon nommé Dead End, ce qui pousse Rudeus à demander à Ruigar qui est Dead End. Ruigar affirme qu'il est celui-ci et propose de sauter par-dessus les falaises pour entrer lui-même afin qu'Eris et Rudeus ne soient pas refusés à cause de lui. Rudeus, cependant, a une meilleure idée. Il camoufle Ruigar, leur permettant de passer les portes de la ville sans aucun problème. Il prévoit de rejoindre la guilde des aventuriers de la ville pour gagner de l'argent pour leur voyage. Ils font une entrée dramatique dans la guilde des aventuriers et présentent Ruigar comme Dead End, suscitant les moqueries et les rires des aventuriers. Imperturbables, ils enregistrent leur groupe sous le nom de Dead End. Ils apprennent qu'ils sont des aventuriers de classe D et doivent élever leur rang en accomplissant des missions. Ils peuvent accepter des missions dans leur propre classe et celles juste au-dessus. En consultant le tableau des missions, ils découvrent que la plupart des missions de classe D concernent la recherche d'animaux perdus.
Un travail mentionne un chaton perdu, mais ils se sentent découragés par la demande et la récompense. Rudeus réfléchit à la suite. En sortant, un démon de la route bloque Ruigar en mettant ses pieds palmés devant lui. Ruigar le fixe et les deux démons parviennent à un accord silencieux. Le trio continue son chemin sans trop de problèmes et cherche un endroit où rester. Une fois là-bas, Ruigar et Eris s'assoient pendant que Rudeus va payer. Certains démons tentent de parler à Eris dans leur langue. Confuse, elle réagit violemment, les projetant à travers la pièce et déchirant son manteau dans le processus. Rudeus s'excuse pour Eris, et les démons se présentent comme les Tokurabi Toughs. Ils prennent une pause d'équipe et proposent de s'allier avec le trio. Rudeus les remercie mais décline l'offre. Eris est contrarié à propos de son manteau déchiré et Rudeus propose de le réparer le lendemain, ce qui l'enthousiasme alors que Rudeus réfléchit à comment ils peuvent gagner de l'argent. Le dieu-homme convoque à nouveau Rudeus pour discuter. Rudeus reste méfiant, mais l'homme lui donne plus de conseils et l'incite à accepter le travail de retrouver le chaton perdu, lui assurant qu'il aura moins de soucis par la suite. Rudeus se réveille et considère les conseils. Il trouve Eris éveillée, et elle partage ses inquiétudes concernant leur retour dans leur monde. Il la rassure et s'assoit avec elle. Ils se mettent en route pour trouver le chaton perdu avec Ruigar qui les guide vers une grotte qu'ils explorent. Le chaton s'avère être assez grand et ils rencontrent les démons responsables de la grotte, ce qui mène à une attaque. Rudeus tente de les interroger tandis que Ruigar tue leur chef pour avoir blessé Rudeus. Horrifié, Rudeus dit à Ruigar d'arrêter de tuer. Eris crie sur Ruigar et Rudeus le supplie d'arrêter pour qu'il et Eris n'aient pas peur de lui. Un des démons demande si Ruigar est un vrai superbe, ce à quoi Rudeus répond oui. Le démon avoue alors qu'ils ont kidnappé les animaux de compagnie et prétendu les retrouver pour la récompense. Rudeus propose que les démons fassent équipe avec eux pour qu'ils puissent leur épargner la vie. Ruigar devient contrarié et Rudeus explique sa raison. En colère, Ruigar s'emporte, mais Eris lui crie dessus encore une fois, le forçant à se soumettre. Ces mots font presque pleurer Ruigar. Les démons suivent la suggestion de Rudeus et il leur donne des instructions tout en les menaçant en même temps. Le cavalier, Nokopara, demande aux deux équipes de quoi elles discutent. Quand personne ne répond, il tire ses propres conclusions et s'en va. Roxy se rend dans un campement et cherche le nom de Rudeus sur la liste des défunts. Ne le trouvant pas, elle pousse un soupir de soulagement et se sent reconnaissante qu'il soit sain et sauf avec sa famille. Elle surprend des gens à parler de Paul et demande s'ils le connaissent. Paul a envoyé une lettre à Rudeus disant que Zénith, Lilia et Aïcha sont portés disparus et l'exhorte à rentrer chez lui. Il partage sa localisation et donne des instructions, demandant à quiconque connaissant sa famille de l'aider à les retrouver. Il fournit son adresse exacte pour la correspondance. Le groupe Dead End accepte un travail pour enquêter sur un monstre mystérieux dans une forêt pétrifiée. Harris demande des informations sur le monstre et est impatient de le rencontrer. Il découvre que d'autres groupes de la guilde sont déjà en compétition pour le travail. Il décide de faire la course avec les autres équipes, mais Ruigar s'inquiète pour leur sécurité et ne veut pas qu'ils meurent. Rudeus conseille à la prudence en les suivant et dit à Ruigar de ne pas se précipiter pour les sauver tant que ce n'est pas nécessaire. Peu de temps après, l'autre équipe est entourée de monstres et Rudeus fait attendre Ruigar jusqu'au dernier moment pour les sauver, mettant la réputation de l'équipe Dead End en premier. Un des membres de l'équipe est attaqué par les monstres et Ruigar se précipite pour les sauver. Harris est féroce avec son épée et les monstres sont rapidement abattus. Malheureusement, le membre de l'équipe meurt et Ruigar est furieux contre Rudeus pour l'avoir fait attendre. Il traîne Rudeus dans un coin pour lui crier dessus. Rudeus s'excuse, mais un autre membre de l'équipe souligne que c'est de leur faute si leur ami est mort. Ruigar insiste sur le fait qu'on ne peut pas blâmer les enfants, et elle se met en colère et s'en prend à lui. Elle montre sa gratitude, mais admet sa part dans la mort de son ami. Ruigar s'excuse de l'avoir traitée comme une enfant et reconnaît qu'elle est une guerrière capable, ce qui la fait pleurer. Les deux membres restants de l'équipe remercient le Dead End Trio pour leur soutien. Le trio se précipite vers le bruit d'un serpent. Il s'avère être un cobra à capuche rouge avec un aventurier dans sa bouche. Harris veut qu'il fasse quelque chose. Il charge le serpent et Ruigar lui entaille le flanc. La lame d'Harris n'a aucun effet et les attaques magiques de Rudeus ne fonctionnent pas non plus. À la fin, Ruigar maintient le serpent immobile pour Harris et elle le coupe en deux. Rudeus lance un sort dessus et le cobra meurt. Harris célèbre leur victoire, mais malheureusement, l'autre aventurier est mort. En entrant dans la ville, Nokopara les attend. Il devine leur plan avec l'autre équipe et menace de les dénoncer à la guilde, exigeant de l'argent. Rudeus réfléchit rapidement. Il rassure Harris et utilise sa magie pour laver la teinture des cheveux de Ruigar. Nokopara voit cela, crie de peur et la foule se disperse. Ruigar attrape Nokopara et le menace, ce qui fait l'affaire. Nokopara s'évanouit de peur. Les autorités arrivent pour arrêter Ruigar, qui saute par-dessus les falaises et disparaît, laissant Rudeus et Harris seuls. Ils quittent la ville pour retrouver Ruigar. Lorsqu'ils le rattrapent, il s'excuse auprès d'eux, et Rudeus s'excuse également auprès de Ruigar. Ruigar dit à Rudeus qu'il le comprend, et souligne qu'il n'y a pas de honte à être désespéré de protéger quelque chose. Il appelle Rudeus un bon guerrier, et Rudeus demande à Ruigar ce que ce terme signifie pour lui.
Rhuigar explique que les guerriers se battent pour défendre les faibles. Il promet de rester avec Rudeus et Aris, conseillant à Rudeus d'oublier la réputation et de se concentrer sur ce qui doit être protégé. Rudeus jure de l'aider à restaurer la réputation des Superds quoi qu'il arrive. Ils partagent un rire et une poignée de main. Aris les remarque en train de se serrer la main et se plaint qu'il l'exclut. Elle promet de prendre soin des deux hommes et ils rient tous. Rudeus se rase la tête et Aris complimente son nouveau look. Il lui donne un lacet en cuir pour cacher son troisième œil. Rudeus admet ses défauts au trio et promet de mieux communiquer avec eux à l'avenir. Ils ont une réunion stratégique. Le trio Dead End arrive à l'océan. Aris s'émerveille et se tient au bord, impatiente de sauter et d'enlever son armure pour le faire. Rudeus regarde, les yeux écarquillés, alors qu'elle enlève un à un ses objets. Rhuigar l'avertit de ne pas aller dans l'eau car elle est remplie de monstres et n'est pas sûre. Rudeus et Aris grognent tous les deux de ne pas pouvoir nager. Roxy voyage avec des personnes qu'elle rencontre qui connaissent Paul. Ils faisaient tous partie du même groupe d'aventuriers dans leur jeunesse. Après un voyage en mer, un homme sur le quai a le mal de mer et titube. Le trio Dead End est reconnu sur le quai et ils apprennent leur surnom, ce qui flatte Rudeus jusqu'à ce qu'il entende le sien. Il découvre que le passage de Rhuigar sur un navire coûtera 200 pièces d'or vert, alors il décide d'y réfléchir. Rhuigar s'excuse auprès de Rudeus d'avoir causé un contretemps dans leur plan. Ils prennent quelques jours pour trouver une solution. Rudeus est perplexe et va se coucher, où l'homme le convoque à nouveau. Il fait la leçon à Rudeus et lui dit d'acheter de la nourriture à un vendeur de rue et de se promener dans la ruelle. Rudeus est agacé et demande pourquoi, mais l'homme ne fournit pas de réponse satisfaisante. Rudeus se réveille. Aris et Rhuigar s'entraînent ensemble. Rhuigar est distrait lorsqu'il voit Roxy, permettant à Aris de le toucher. Elle est ravie et crie de joie. Rudeus suit le conseil de l'homme et tombe sur un magurdien. Il rencontre également quelqu'un qui mendie de la nourriture au bord de la route et lui en offre. Après avoir mangé, la personne se transforme en sa forme finale et remercie Rudeus pour la nourriture. Elle demande son nom et se présente comme Kishirika Kishirisu, la grande impératrice du monde démoniaque. Rudeus n'est pas impressionné, mais joue le jeu, ce qui la ravit. Elle utilise ses yeux pour lire son âme et voit qu'il a une âme réincarnée. Puis elle décide de lui accorder un vœu parce que sa générosité lui a sauvé la vie. Lorsqu'il souhaite une richesse fabuleuse, elle dit que c'est hors de question parce qu'elle a fauché. Quand il souhaite la moitié du monde, elle lui dit qu'elle ne peut pas faire ça non plus. Il lui demande de le payer avec son corps, mais elle refuse aussi. Il lui demande ce qu'elle peut lui offrir. Elle lui propose de choisir un œil de démon. Il demande combien elles valent, et elle dit qu'elles ne valent pas d'argent, en demandant quel type il veut avoir. Elle lui donne l'œil de prévoyance et propose de l'aider s'il en a besoin. Il essaie de s'adapter à l'œil et heurte un homme, le poussant juste avant qu'un pot ne tombe d'en haut. Il dit à Rhuigar qu'il a rencontré le grand empereur, qui répond qu'il ne savait pas qu'elle était de retour. Rhuigar lui en dit plus sur l'empereur. Eris, voulant un œil de démon, décide de voir si l'empereur lui en donnera un. Il faut une semaine à Rudeus pour s'adapter à l'œil de prévoyance, et cela l'aide à s'améliorer lors des combats avec Eris. Elle le félicite et essaie de le jeter à terre, mais il la prend en prise de tête. Rhuigar félicite Rudeus pour sa performance. Excité, Rudeus pense qu'il peut battre Rhuigar, mais il n'a aucune chance. Il tente de réconforter Eris, qui est jalouse de ses compétences, et bien qu'il s'excuse, elle lui dit que ce n'est pas nécessaire. Rudeus réfléchit à sa situation. Rhuigar surprend Rudeus en train de sortir en douce pour tenter de vendre son bâton et l'arrête. Ils discutent de la vente d'objets de valeur et Rudeus essaie toujours de prendre la responsabilité pour le trio Dead End. Ils explorent leurs options, avec Rhuigar lui conseillant de ne jamais abandonner son arme et de prendre en compte les pensées d'Eris. Rhuigar suggère à Rudeus de considérer la possibilité de chercher un passage auprès de contrebandiers. La personne que Rudeus a aidé vient le chercher et tombe sur sa conversation avec Rhuigar, se présentant comme Gallus Cleaner. Roxy, Talouhan et Elinalise entrent dans une taverne. Elinalise commente la qualité des hommes et quitte le groupe pour flirter avec une grande foule. Roxy se demande ce qu'Elinalise ferait si elle ne le faisait pas. Elle essaie d'imiter la posture d'Elinalise pour voir si cela fonctionne pour elle. Talouhan part et Roxy se retrouve seule. La démon l'approche, lui demandant de rejoindre leur groupe. Elle les refuse, déclarant son rang de mage d'eau de classe roi. Ils la reconnaissent, et Elinalise la taquine à ce sujet. Roxy demande à Talouhan et Elinalise comment étaient Paul et Zénith en tant que membres des Crocs du Loup Noir. Ils conviennent tous que Paul ne vaut rien, et décident de ne pas s'attarder sur lui. Roxy est curieuse de savoir pourquoi ils appellent Paul un bon à rien. Roxy parle de Rhuigar et du groupe d'Aiden. Talouhan explique la dynamique du groupe, et Roxy y réfléchit. Ils discutent de leur mission pour trouver les survivants du déplacement de Fitoa et de la manière dont ils prévoient de s'y prendre. Ils envisagent les chances que les Grey Rats soient encore en vie, et Talouhan et Elinalise proposent de recueillir des informations le lendemain auprès de leurs différentes sources. Roxy marche le long du rivage, pensant à Rudeus. Elle tombe sur Eris et Rhuigar en train de s'entraîner et aperçoit son pendentif autour du cou de Rhuigar. Quand Rhuigar la remarque, elle s'enfuit de peur, sachant qu'il est un super démon. Lorsqu'elle retourne à leur logement, elle entend Elinalise gémir de plaisir. Elle est consternée par l'audace d'Elinalise dans ses ébats amoureux, et elle invite même Roxy à se joindre à eux. Bouleversée, Roxy jette Elinalise et ses amants par la fenêtre, endommageant l'auberge au passage.
Elle doit payer pour les dégâts en râlant à ce sujet alors que le groupe se met en route. Elinalise demande quel genre d'homme elle aime et Roxy partage son homme idéal, se faisant taquiner par Elinalise. Gallus, l'homme que Rudeus a sauvé d'un pot d'eau tombant, s'avère être un contrebandier. Il accepte de faire passer Rhaegar en contrebande jusqu'au port de Zent si le trio Dead End l'aide à libérer des marchandises volées à leur arrivée. Ils acceptent l'accord. Rudeus imagine une longue fantaisie où lui et Aerys tombent amoureux sur le bateau, font naufrage et se retrouvent sur une île déserte où ils vivront heureux pour toujours. Son rêve éveillé ne se réalise pas car Aerys souffre du mal de mer pendant tout le voyage, nécessitant qu'il la soigne après chaque crise de vomissement. Ils atteignent le rivage en toute sécurité et Rudeus installe Aerys avant de se diriger vers Rhaegar. Il récupère Rhaegar dans la cachette de Gallus, où il voit toutes sortes de personnes et de choses. Rhaegar dit à Rudeus que Gallus a kidnappé des enfants et que des gardes en ont tué un pour avoir pleuré. Ils élaborent un plan pour sauver les enfants. Rudeus pense à une approche non violente, mais Rhaegar insiste pour s'occuper lui-même des gardes. Rhaegar révèle sa nature surhumaine et Rudeus sauve les enfants, guérissant leurs blessures. Ce sont des hommes bêtes et Rhaegar les aide. Il s'excuse auprès de l'enfant bête mort de ne pas avoir pu le sauver, tandis que Rudeus parle aux enfants dans leur langue. Les enfants font revenir Rudeus pour un chien capturé. Il y a un sort de barrière autour du chien que Rudeus brise. Le chien montre son appréciation en le renversant et en le léchant. Rudeus est ravi du chien et joue avec lui. Une personne bête le confronte pour avoir joué avec la bête sacrée, l'accusant de comportement inapproprié. Il neutralise Rudeus, croyant qu'il est l'un des contrebandiers. Les hommes bêtes sont venus pour sauver les enfants, mais les trouvent manquants. Il se précipite vers le village des hommes bêtes pour punir Rudeus pour le crime imaginaire d'enlèvement et de vente des enfants bêtes sans lui donner la chance de s'expliquer. Rudeus enregistre une publicité pour une cellule dans le village des bêtes où il est enfermé. Il met en avant tous ses charmes, comme son emplacement idéal au milieu du village, la nature environnante, l'air frais qu'il respire, les installations sanitaires. Et le meilleur, c'est gratuit puisque c'est une cellule de prison. Il est suspendu nu dans une cellule au fond des bois. Une fille passe, lui éclabousse d'eau et lui lance des insultes. Le village des bêtes semble paisible et pittoresque. Rudeus attend que Rhaegar et Aerys viennent le sauver et que les villageois entendent sa version de l'histoire. Il se demande si Rhaegar et Aerys vont bien pendant qu'il attend. Puis les gens bêtes jettent un autre gars en prison et Rudeus essaie de l'accueillir en affichant son autorité et en tentant de l'intimider. Ça marche et Rudeus demande pourquoi il est en prison. Le gars dit qu'il s'est fait prendre en train de tricher. Rudeus demande à quoi il trichait et le gars explique qu'il s'est fait prendre en train de tricher au dé. Il se présente comme Ghis, et Rudeus se présente en retour. Rudeus demande à Ghis s'il a vu Aerys et Rhaegar. Ghis dit qu'il ne les a pas vus et compatit avec Rudeus d'avoir été laissé par ses amis. Ghis et Rudeus discutent toute la nuit pour faire connaissance. Rudeus mentionne qu'il aimerait juste mettre le feu à l'endroit et s'échapper. Ils se lancent dans un débat et remarquent ensuite que la forêt est en feu. Quand ils s'en rendent compte, Ghis demande à Rudeus s'il a allumé le feu. Rudeus dit non. Il y a un incendie de forêt et Rudeus sauve le gars. Il s'avère que l'incendie de forêt a été déclenché par des contrebandiers. Le village est attaqué et les villageois fuient. Les assaillants kidnappent des enfants bêtes et Rudeus décide de sauver le village. Ghis suit son exemple et Rudeus lance un sort pour invoquer la pluie afin d'éteindre les incendies, espérant que personne ne soit blessé. Cela fait de lui une cible pour les assaillants. Le gars qui l'a enfermé remercie Rudeus d'avoir aidé à éteindre le feu et lui demande d'aider à récupérer les enfants. Rudeus accepte d'aider. Ensemble, ils sauvent les enfants et tombent sur Gallus. Gallus révèle son plan diabolique de kidnapper des enfants bêtes et de les vendre à profit aux nobles de Phytoa. Rudeus soupçonne la famille Boreas Greyrad de faire affaire avec Gallus, mais décide de garder le silence à ce sujet. Gallus et l'homme bête se battent et Gallus gagne. Rudeus et Ghis apprennent que Gallus est un combattant de classe saint dans le style du dieu du Nord. Gallus tient un enfant bête en détresse. L'homme bête provoque Gallus, qui reste calme. Rudeus réfléchit. Les pleurs de l'enfant touchent Rudeus, mais avant qu'il ne puisse agir, la bête sacrée apparaît pour combattre Gallus pour avoir osé voler leur précieux enfant. Rudeus utilise l'œil de la préscience pour prendre l'avantage sur Gallus dans le combat. Le combat commence et Rudeus se fait poignarder à la cuisse par un couteau lancé par Gallus. La bête sacrée ne cesse pas ses attaques. Il y a une explosion. Gallus est vaincu et Rudeus s'effondre à cause de la perte de sang. Il se réveille pour trouver Aerys et Rhaegar au village des bêtes. Les hommes bêtes demandent son pardon et expriment leur gratitude. Ils demandent à Aerys ce qui leur est arrivé pendant la semaine où il était emprisonné. Ils le mettent au courant de tous les événements qui ont eu lieu et comment ils l'ont finalement trouvé. À Phytoa, Boros est condamné à mort pour avoir négligé son devoir. Les nobles pensent que la catastrophe de Mana est en quelque sorte de sa faute et le blâment. La région de Phytoa est donnée à un autre seigneur qui sourit devant la scène. Il est jugé et reconnu coupable. Il semble résigné à son sort alors qu'il s'agenouille pour accepter sa punition et souhaite du bien à Aerys avant d'être décapité. Dans le village des bêtes de Dolja, Aerys s'amuse à jouer avec les filles bêtes tandis que Rudeus est surpris en train de se cacher et de les observer par la bête sacrée et est menacé par le fils de l'ancien du village 1. Aerys apprend aux filles bêtes à se battre. Rudeus essaie d'apprendre au sacré animal à compter, et Aerys tente d'enseigner la langue humaine aux filles bêtes.
Rudeus est émerveillé par cela et se sent fier. Le père de Tona remarque la bague au doigt d'Eris et elle lui dit que Ghislaine la lui a donnée. Rudeus décrit Ghislaine, mais il y a un lourd silence ensuite. Le père de Tona est choqué qu'elle soit en vie, explique le passé de Ghislaine et la qualifie de honte pour la tribu d'Oldia. Le père de Tona l'éloigne et Eris se précipite dehors pour le confronter. Elle raconte tout ce que Ghislaine lui a appris et fait pour elle, insistant sur le fait que Ghislaine est sa personne préférée. Il refuse d'accepter que quelqu'un admire Ghislaine, et Rudeus dit à Eris de laisser tomber le sujet. Le père de Tona est surpris que Ghislaine soit devenue quelqu'un digne de respect. Tona se renseigne sur sa tante Ghislaine. Eris explique, et Tona partage ce qu'elle aime chez elle-même. Eris lui conseille en disant qu'il y a plusieurs façons d'être forte. Tona demande à Eris de lui apprendre à se battre à l'épée. Eris accepte et veut commencer immédiatement. Rudeus et la bête sacrée regardent. Gyrs réfléchit à Tona et demande encore à propos de Ghislaine. Il est étonné d'apprendre que Ghislaine est une roi de l'épée et rit quand Rudeus mentionne qu'il lui a enseigné la magie de base pendant des années. Il ajoute que Ghislaine a aussi appris à lire, écrire et compter et qu'elle est compétente dans ces domaines. Eris et Tona s'entraînent tous les jours et Tona s'améliore au fil des mois. Eris attend avec impatience la fin de la saison des pluies, impatiente de passer à autre chose. Mais Tona la supplie de rester pour toujours, expliquant que sa famille l'attend. Tona se sent triste. Rudeus fabrique une figurine que la bête sacrée apprécie. La garde-femme bête leur dit qu'une bête sacrée apparaît lorsque le monde est en danger et que lorsqu'elle mûrit, elle accompagnera un héros. Elle prend l'attitude enjouée de Rudeus envers la bête pour autre chose et il la corrige. Il est ensuite appelé pour régler une dispute entre Tona et Eris. Gyrs intervient pour les séparer et leur ami explique que c'est la faute de Tona d'avoir commencé la bagarre. Tersena encourage Tona à s'excuser auprès d'Eris et Gyrs lui dit qu'Eris et Rudeus partent le lendemain. Elle fait semblant que cela ne la dérange pas. Gyrs lui raconte des histoires sur l'enfance de Ghislaine, notant qu'elle était indisciplinée et exprimant son soulagement lorsqu'elle a été prise par un épéiste itinérant, bien qu'il regrette maintenant ce choix. Il demande à Tona si elle veut qu'Eris parte sans dire au revoir. Rudeus parle à Eris de Tona. Il entend Tersena et Tona dehors et part avec la bête sacrée pour donner aux trois une chance de discuter. Au début, Eris est dur avec elle, mais finit par accepter leurs excuses. Tona offre à Eris des poupées de Rudeus et d'elle-même. Le lendemain, ils font leur bagage pour partir, et l'aîné des Doldia les remercie pour leur aide. Les filles se disent au revoir en larmes, et Gyrs demande à Eris de s'entraîner avec lui. Elle est ravie de l'idée. Ils s'affrontent, et il semble qu'ils soient de force égale. Gyrs leur dit qu'ils sont toujours les bienvenus à Doldia. Eris pleure en partant. Ghiz rejoint leur groupe, et Eris lui dit leur destination. Ils discutent de la route qu'ils empruntent, la route de l'épée sacrée. Ghiz partage une légende, et Eris exprime son souhait d'accomplir des exploits similaires. Ghiz parle du monument aux 7 grands pouvoirs, et Rugar ajoute à la discussion en expliquant son entraînement pour vaincre ses pouvoirs. Eris décide qu'elle veut que son nom figure sur le monument, mais Ghiz note qu'il n'est pas sûr que les 4 premiers pouvoirs soient encore en vie, ce qui la déçoit. Le voyage du Quatuor continue, les emmenant à travers des paysages magnifiques jusqu'à ce qu'ils atteignent Milisha. Ghiz les dépose à l'extérieur de la sainte capitale de Milis. En lui disant au revoir, Eris lui demande de lui apprendre à cuisiner la prochaine fois. Il lui demande pourquoi elle veut apprendre et elle hésite. Ghiz leur demande de garder la guilde des aventuriers occupée dans la ville. L'équipe Dead End a une autre réunion pour évaluer leur progrès. Rudeus pense qu'il devrait rester un peu plus longtemps et accepter des missions de la guilde pour gagner de l'argent. Il a l'idée d'améliorer la réputation des supers en offrant des figurines aux personnes qu'il sauve. Rudeus demande le lendemain de congé pour créer les figurines et écrire une lettre à sa famille. Eris, ayant un peu de temps libre, veut aller chasser des gobelins. Il demande à Ruigerde de se joindre à elle, mais elle insiste sur le fait qu'elle peut se débrouiller seule. Ils conviennent de se revoir le lendemain. Alors que Rudeus a du mal à écrire sa lettre, il est témoin de l'enlèvement de quelqu'un. Son premier instinct est de ne pas s'en mêler pour éviter les ennuis, mais il décide d'intervenir. Il suit les ravisseurs jusqu'à une maison abandonnée où ils nourrissent l'enfant. Rudeus se révèle, portant une culotte sur le visage pour cacher son identité, et confronte les ravisseurs. Un chef bandit entre et tente de combattre Rudeus. Il arrache le déguisement de Rudeus, et Rudeus découvre que le capitaine est son père, Paul. Paul a l'air débraillé et ivre. Rudeus demande à Paul ce qu'il fait là. Paul demande si Rudeus a reçu son message. Rudeus répond non, et Paul exige de savoir ce que Rudeus a fait pendant tout ce temps. Rudeus explique qu'il a juste survécu, ce qui pousse Paul à l'interrompre grossièrement, affirmant que Rudeus a perdu une année. Paul réprimande Rudeus pour ne pas avoir essayé de découvrir si quelqu'un d'autre avait été téléporté sur le continent démon. Rudeus reste sans voix, admettant qu'il n'y avait pas pensé. Paul le réprimande pour avoir aidé Ruigerd tout en ignorant les autres victimes, le critiquant sévèrement. Cela met Rudeus en colère, et il réplique. Paul fait des insinuations inappropriées, ce qui ne fait qu'alimenter la colère de Rudeus. Rudeus confronte Paul à propos de sa nouvelle petite amie, ce qui pousse Paul à le frapper au visage. Paul demande ensuite à Rudeus s'il est passé par le port de Zante. Rudeus, confus, déclare qu'il ne sait pas ce que Paul veut dire. Paul essaie de l'attaquer à nouveau, mais Rudeus utilise sa prévoyance pour anticiper les mouvements de Paul, envoyant son père au sol. Rudeus frappe Paul, chaque coup alimenté par sa colère. Il est sur le point de frapper à nouveau quand Norn le repousse, lui disant d'arrêter d'intimider Paul. Rudeus quitte la cachette quand Paul révèle qu'il n'était pas le seul à avoir été téléporté.
Tout le monde dans leur village aussi. Cela arrête Rudeus dans son élan. Paul mentionne qu'il a laissé des messages aux guildes des aventuriers à Zant et Westport, demandant à Rudeus pourquoi il ne les a pas lus. Il dit à Rudeus que pendant qu'il s'amusait, des gens sont morts. Rudeus est surpris, se reprochant de ne pas avoir anticipé. Il réalise que si tout son village a été téléporté, Sylphie a dû l'être aussi. Paul l'accuse à nouveau de s'inquiéter plus pour sa petite amie que pour sa mère, soulignant qu'il n'y a aucune trace de quiconque. Il insiste sur le fait que l'équipe de recherche et de sauvetage existe pour retrouver les personnes disparues. Rudeus demande pourquoi l'équipe de sauvetage kidnappe des gens. Paul explique que puisque les gens ont été dispersés à travers le monde, vendus en esclavage et manipulés, ils ont dû recourir à la libération forcée. Paul s'attendait à ce que Rudeus ait compris cela et commence les efforts de sauvetage depuis longtemps, le réprimandant pour avoir fait du tourisme à la place. Rudeus se sent vaincu. Il retourne à son logement, décidant de faire équipe avec Paul. Eris revient et voit Rudeus abattu. Rudeus partage ce qui s'est passé et Eris est indignée. Ruigerd lui dit de réconforter Rudeus. Elle essaie, mais a du mal à trouver les mots justes. Au lieu de cela, elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle est là pour lui. Elle s'excuse pour son manque de compétences en réconfort et Rudeus la rassure en lui disant qu'elle s'en sort très bien. Paul est dans le village, tenant Norn dans ses bras alors qu'elle lui dit qu'elle ne sait pas où sont Zénith, Aïcha ou la maison. Tout ce que Paul voit devant lui est un désert plat et il se demande ce qui a fait disparaître le village. Ils essaient d'atteindre la maison et Paul boit en plein jour quand Gis arrive et lui suggère de passer par la guilde s'il veut voir un visage familier. Giz a demandé ce qui lui était arrivé pendant son absence, et Paul explique. Mais Giz dit qu'il attend trop de Rudeus, qui n'a encore que 11 ans. Paul pense que Rudeus a la vie facile, et Giz le corrige, expliquant ce qu'est vraiment la vie sur le continent démon pour lui donner du contexte sur le voyage de Rudeus. Paul demande à Giz pourquoi Rudeus agirait comme si c'était une grande aventure, alors que c'est en fait si difficile. Giz pense que Rudeus ne voulait probablement pas l'inquiéter. Bouleversé, Paul réfléchit encore à ce que dit Giz. Giz exhorte Paul à être heureux de voir Rudeus, puisqu'il est en sécurité, et à repenser à tout cela quand il sera sobre. Paul s'assoit au chevet de Norn, imaginant Rudeus en difficulté, ce qui le dérange tellement qu'il essaie de dégriser. De l'autre côté de la ville, Rudeus prend son petit déjeuner quand Paul vient le voir, et Eris lui mène immédiatement la vie dure. Ruigerd l'emmène, disant à Paul de ne pas être trop dur avec Rudeus. Paul commence la conversation en demandant des nouvelles de Ruigerd. Rudeus demande pourquoi Paul est venu le voir. Paul dit qu'il est là pour s'excuser pour hier. Rudeus reconnaît que Paul avait raison d'être en colère et qu'il devrait être celui qui s'excuse. Rudeus se sent mal d'avoir manqué le message de Paul, qui lui demandait de chercher sur le continent central nord. Paul demande ce que Rudeus prévoit de faire ensuite. Rudeus veut ramener Eris chez elle. Paul explique qu'il ne reste plus rien là-bas, juste des prairies, et mentionne que la famille Boreas pourrait ne plus être en vie. Rudeus insiste pour qu'ils y aillent quand même et qu'ils cherchent ensuite Zénith, Lilia et Aïcha. Alors qu'il se lève, signalant la fin de leur conversation, le barman lui met un verre devant lui. Rudeus le remercie et on lui dit de regarder son père dans les yeux. Remarquant que Paul fait une grimace, Rudeus demande pourquoi. Il pense que cette expression lui est familière, se rappelant qu'il la faisait dans sa vie précédente en s'isolant. La scène passe à Rudeus se remémorant cette époque, réfléchissant à ses pensées et sentiments quand son ami essayait de lui remonter le moral. Rudeus propose qu'il fasse comme si la veille n'avait jamais eu lieu et qu'il reparte d'à zéro. Il fait en sorte que Paul le serre dans ses bras et lui dit qu'il lui manque. Paul admet que Rudeus lui manque aussi et commence à pleurer, partageant ce qu'il a ressenti pendant leur séparation. Rudeus pleure aussi et leur retrouvaille semble complète. Ils se racontent leur vie et passent un bon moment. Eris et Ruigerd reviennent, et Rudeus lui dit qu'il s'est réconcilié avec Paul. Il explique à Eris pourquoi il s'est réconcilié avec Paul tandis que Paul s'excuse auprès d'Eris et de Ruigerd. Rudeus soigne le bleu d'Eris et ils tiennent une réunion stratégique. Il leur dit que Paul leur a donné de l'argent et une lettre de recommandation pour qu'ils puissent quitter la ville et continuer leur voyage vers le continent central sans souci. Ils partagent des nouvelles de leur pays, surprenant Eris, surtout lorsqu'il mentionne que son père et son grand-père sont portés disparus et que personne n'a eu de nouvelles de Ghislaine. Eris dit qu'elle était prête à cela. Rudeus propose de partir le lendemain et Eris est d'accord. Ruigerd demande s'il en est sûr et Rudeus donne une réponse satisfaisante. Paul et Norn disent au revoir à Rudeus. Ruigerd conseille à Norn de chérir ses frères et sœurs, et le trio d'Eden poursuit son voyage. Giz apparaît, partant pour continuer la recherche de la famille de Paul. Paul convoque une réunion pour l'équipe de recherche et de sauvetage. Le trio d'Eden est sur un bateau en direction du continent central. Eris a encore le mal de mer et supplie Rudeus de la guérir, mais il a aussi le mal de mer. Ruigerd va bien, et Rudeus est content que Ruigerd ne soit pas un passager clandestin cette fois grâce à Paul qui a tiré quelques ficelles. Rudeus lance quelques petites piques à son père, et Ruigerd le réprimande, mais Rudeus dit que c'est juste leur dynamique père-fils. Ils discutent du royaume qu'ils traversent, notant que c'est le plus grand producteur de riz de la région. Il parle de manger du riz. Eris se vante de ses compétences. Eris n'est pas impressionné et dit à Rudeus que s'il est assez en forme pour parler de nourriture, il est assez en forme pour lancer des sorts de guérison sur elle. Il passe en revue l'agenda du voyage et pense à tous les membres de leur famille qui manquent. Puis il se penche à nouveau par-dessus le bord du bateau.
Pendant ce temps, Roxy est dans une taverne en train de parler à Nokopara de Blaz. Ce sont de vieux amis et ils discutent de leurs changements respectifs. Elle est d'accord avec l'avis de Nokopara sur sa croissance et partage ce qui a changé dans sa vie. Il raconte comment il a été brûlé par Dead End, ce qui plonge Roxy dans la panique. Nokopara la réprimande pour ne pas avoir rendu visite à ses parents. Ils se disputent, et Nokopara parle de sa famille pour rappeler à Roxy que ses parents veulent toujours lui parler. Elle écarte son discours motivant, mais décide de se rendre à Migurdia pour voir ses parents. Elle énumère tous les changements qui ont eu lieu et mentionne qu'elle ne peut pas communiquer par télépathie, se sentant indésirable là-bas. Elle réfléchit à ses sentiments envers son village, entend des enfants rire et les voit jouer à un jeu. Elle leur sourit et marche plus loin pour regarder les dessins qu'elle a fait enfant. Quand un des enfants se blesse, elle se précipite pour aider. Elle lance un sort de guérison, et les enfants essaient de la remercier par télépathie, mais cela ne fonctionne pas. Elle s'enfuit et se cache derrière une maison, levant les yeux pour voir sa propre maison. Elle entre et salue sa mère. Ils partagent des histoires qu'ils ont entendues à son sujet de la part des visiteurs. Ses parents lui demandent de rester un moment avant qu'elle ne parte, puis retournent à leur conversation télépathique. Se sentant mal à l'aise, elle essaie de partir, disant à ses parents qu'elle a un travail urgent qui nécessite qu'elle parte immédiatement et qu'elle pourrait ne pas revenir lorsqu'ils lui demandent quand ils la reverront. Sa mère demande si elle peut venir tous les 20 ans, mais Roxy dit qu'elle passera dans 50 ans. Sa mère est ravie et dit qu'ils l'attendront. Sa mère sanglote et s'excuse de pleurer. Roxy voit sa poupée d'enfance et se souvient des moments plus heureux. Elle se souvient de ne pas comprendre la télépathie et de ce qu'elle a ressenti en réalisant qu'elle était différente. Elle admet qu'elle s'est enfuie parce qu'elle pensait que sa famille serait plus heureuse sans elle, mais elle ne le pense plus maintenant. Les larmes de sa mère la font pleurer aussi, et elle s'excuse de partir sans rien dire. Sa mère la serre dans ses bras et son père les rejoint. Roxy pense que les mots et le langage ne sont pas ce qui compte le plus pour sa famille. Elle se réveille pour trouver ses parents assis autour du feu. Ils échangent des politesses et prennent le petit déjeuner. Son père demande si elle prévoit de partir ce jour-là et elle répond que oui. Elle leur dit qu'elle cherche ses amis disparus. Son père mentionne la visite de Rudeus au village. Elle est choquée d'entendre parler de Rudeus, Eris et Ruigar et s'évanouit. Ses parents la raccompagnent et sa mère lui demande d'amener Rudeus. Son père s'y oppose. Et Roxy et sa mère partagent un rire. Roxy ne comprend pas comment Rudeus pourrait voyager avec un Superbe. Elle met les pièces ensemble et conclut qu'ils sont le trio Dead End. Arrivant à son clubhouse, elle explose à nouveau contre Elinalise et ses amants. Ils décident de se diriger vers la côte nord pour trouver Zénith, Lily et Aïcha. L'homme appelle à nouveau Rudeus pour flotter autour et l'ennuyer. Il se lance dans une dispute verbale et Rudeus reconnaît le rôle de l'homme dans sa survie. Il demande à l'homme de l'aider à retrouver sa famille, ce qui mène à une autre dispute. Il s'enquiert également de Sylphie, Ghislaine, Philippe et Boros. L'homme propose un marché à Rudeus, disant que si ses conseils aident Rudeus à retrouver sa famille, il aimerait que Rudeus lui fasse confiance. Rudeus n'est pas d'accord, mais l'homme veut juste qu'il soit moins hostile. Il promet de ne pas être impoli et accepte de faire confiance à l'homme. Il utilise l'œil démoniaque de Rudeus pour voir l'avenir et lui dit exactement ce qui se passera quand il atteindra le royaume de Sharun. L'homme révèle que Rudeus trouvera Aïcha retenue là-bas et la sauvera sans révéler son identité. Il lui demande également d'envoyer une lettre à un contact au palais royal de Sharun, en lui assurant que s'il réussit, Aïcha et Lilia seront toutes deux sauvées. Rudeus se réveille en vomissant à nouveau et pense que l'homme se sert de lui. Le trio arrive à Sharun et Eris s'extasie sur leur capitale. Rudeus réfléchit aux instructions de l'homme, l'air sombre, ce qu'Eris remarque et lui demande. Il lui dit qu'il a entendu dire que des membres de sa famille ont été capturés à Sharun. Ruigar demande des détails et Rudeus explique. Il demande de l'aide pour recueillir des informations sur sa famille. Rudeus écrit une lettre et l'envoie. Il erre dans le marché à la recherche de l'allée de sa vision. Il remarque quelqu'un le suivre et cherche un endroit sûr. Il trouve la scène que l'homme a décrite. Les hommes tenant Aïcha le remarquent et essaient d'expliquer, mais il commence à poser des questions. Aïcha court vers lui et demande de l'aide. Il lance un sort sur les gardes et ils appellent des renforts. Les gardes entourent Aïcha et Rudeus, essayant de les forcer à se rendre. Il dit à Aïcha de s'accrocher fermement à lui, puis les fait s'envoler de là. Les gardes sont choqués. Aïcha se présente et il se présente comme le chevalier de la lune, suivant les instructions de l'homme. Elle aime le nom. Aïcha lui demande de l'aider à envoyer une lettre à son père. Elle explique qu'elle a essayé de joindre Paul auparavant, mais que les gens du château ne la laissent pas faire. Il lui demande si elle a quelqu'un sur qui elle peut compter, comme un ami ou un frère. Elle dit qu'elle a un frère, mais qu'elle ne peut pas compter sur lui. Il lui demande pourquoi, et elle lui parle d'une boîte que sa mère chérissait et qui contenait des sous-vêtements. Elle est horrifiée que son frère ait été obsédé par une culotte de femme avant même d'avoir 5 ans. Elle lui dit tout ce qu'elle sait et déclare que son frère aîné est un pervers. Rudeus réalise pourquoi l'homme lui a dit de ne pas révéler son vrai nom à Aïcha. Elle lui demande son vrai nom et il répond que c'est un secret, mais mentionne que la plupart des gens le connaissent comme le maître chenil du groupe Dead End. Elle est impressionnée et veut entendre l'histoire. Rudeus change de sujet et va sauver Lilia. Il demande à son groupe de l'appeler le maître chien devant Aïcha.
Quand Eris demande pourquoi, il explique qu'il a un plan pour montrer à Aisha son bon côté. Il prévoit de prendre d'assaut le château, et Rhuigar et Eris sont impatients d'y aller. Mais Rudeus les arrête pour attendre des instructions d'abord. Rudeus est réveillé par un membre de la garde impériale du prince de Sharon, qui se présente comme Ginger York. Elle a été envoyée pour emmener Rudeus au palais sur ordre de Roxy. Il se dépêche et réveille Eris en chemin. Eris demande une présentation formelle. Rhuigar vérifie s'il va bien et il répond qu'il va bien. Eris mentionne accidentellement le nom de Rudeus, mais Aisha ne l'entend pas. Rudeus est émerveillé par la taille du palais. Ginger partage ce que Roxy a dit à son sujet. Ils entrent dans le palais par une porte latérale. Ginger prend le bâton et le sac de Rudeus. Elle commence à dire quelque chose mais s'arrête. Elle annonce Rudeus et une voix masculine lui dit d'entrer. C'est le prince de Sharon et il a Lilia attachée à ses pieds. Il capture Rudeus et le lie avec de la magie de barrière. Le prince se moque de Rudeus et demande où est Roxy. Il précise qu'il a l'intention d'utiliser Rudeus comme appât pour Roxy. Pensant que Rudeus est l'amant de Roxy, Rudeus le corrige en disant qu'il n'est pas son amant, mais son apprenti, ce qui semble encore plus contrarier le prince. Le prince révèle ses plans tordus pour Roxy, qui inclut la forcer à porter ses héritiers contre sa volonté et tuer Rudeus devant elle. Rudeus demande comment le prince compte informer Roxy. Le prince n'a pas de réponse à cela, mais suppose qu'elle trouvera son chemin de retour vers Chiron d'une manière ou d'une autre. Il laisse Rudeus en captivité et envoie ses gardes à la recherche d'Aisha, les menaçant au passage. Rudeus écoute puis tente de retracer mentalement ses pas pour voir où il a pu se tromper. L'épisode commence par un aperçu de ce que faisait la famille de Rudeus pendant l'explosion de Mana, en se concentrant sur la façon dont Lilia a sauvé Aisha. Ils se retrouvent au fond de la rivière avec Lilia nageant vers la sécurité tout en tenant Aisha. Ils se dirigent vers les portes principales de la capitale de Chiron. Lilia s'approche des portes du château pour demander une audience avec Roxy et est entendue par Pax qui les enferme. Cela explique comment Lilia et Aisha finissent par servir Pax dans le palais de Chiron. Pendant ce temps, Rudeus est dans un cercle de barrières protectrices, s'ennuyant à mourir tout en louant sa cellule. Il essaie de briser la barrière mais échoue, puis prie Rhuigar et Eris de le secourir. Soudain, la porte s'ouvre et une silhouette grande et élancée descend les escaliers vers Rudeus. Se présentant comme Zanoba, le troisième prince du royaume de Chiron, il demande à Rudeus son nom. Rudeus s'exécute et demande pourquoi Zanoba est dans sa cellule. Zanoba le questionne alors sur la figurine de démon qu'il a sculptée, et Rudeus ment, prétendant l'avoir trouvée lors de ses voyages sur le continent démon. Zanoba ricane, disant qu'un tel chef-d'œuvre ne pourrait être fait que par des démons. Il demande si Rudeus connaît l'artiste, mais Rudeus le nie, disant qu'il a aimé la figurine sans en connaître les détails. Ensuite, Zanoba révèle la figurine qu'il a sculptée de Roxy. Il explique comment son frère l'a achetée et comment Roxy a quitté la cour, poursuivant une longue tirade sur les caractéristiques de la figurine et son caractère érotique, y compris la robe détachable et ses 3 bras. Il est très enthousiaste à propos de la figurine et de l'habileté derrière sa création. Rudeus est excité mais remarque que le grain de beauté sous l'aisselle de la figurine manque. Zanoba explique qu'il l'a rasé parce qu'il détournait de la beauté. Rudeus est choqué et explique à Zanoba pourquoi le grain de beauté est important. Zanoba est contrarié d'avoir ruiné une œuvre d'art inestimable. Rudeus propose de la réparer, confirmant qu'il est bien l'artiste. Zanoba s'incline et demande à l'appeler maître, voulant sceller sa loyauté par un baiser, mais finit par cogner ses lèvres contre la barrière. Il se plaint de la barrière et déplore de ne pas pouvoir atteindre son maître. Ailleurs dans le palais, un garde dit un code secret et une porte s'ouvre pour lui. Il conduit Aisha, Rhuigar et Eris en bas des marches, remerciant Eris et Rhuigar pour leur aide à la dernière minute. Eris exige de savoir où se trouve Rudeus, et le garde le lui dit. Il leur explique, à elle et à Rhuigar, qu'ils ont besoin de leur aide pour sauver leur famille. Rhuigar demande plus de détails et le garde révèle que le prince Pax a pris leurs familles en otage pour obtenir du pouvoir militaire. Aisha clarifie ses motivations à Eris. Les gardes les informent qu'ils sont attachés et ont besoin de leur assistance. Eris est d'accord, mais Rhuigar insiste pour qu'elle reste avec Aisha, affirmant que protéger Aisha est crucial. Eris accepte de rester. Lorsque le garde tente de le guider, Rhuigar refuse l'aide, disant qu'il les a déjà trouvés. Zanoba cherche un moyen de libérer la barrière. Rudeus demande si l'un de ses sujets est expert en barrière, et le garde l'informe qu'il n'a pas de subordonné, échangeant Ginger à Pax pour la figurine de Roxy. Rudeus pense que Zanoba est aussi stupide que son frère et commande qu'il sera piégé là pour toujours, n'apprenant jamais rien de lui. Zanoba est dévasté et pleure à ce sujet. Rudeus lui dit que s'il peut trouver quelqu'un pour le sortir, il le prendra comme apprenti. Zanoba dit qu'il doit juste s'occuper de Pax et promet qu'il ne fera pas attendre Rudeus longtemps. Eris et Aisha voient des gardes du palais courir avec des entraves en fer chaud et Eris demande à Aisha ce qui se passe. Les gardes sont appelés pour une urgence et Aisha explique qu'il y a un fou dans le château. L'équipement des gardes sert à le maîtriser quand il perd le contrôle. Elle mentionne que cette personne est un enfant béni, ce qui signifie qu'il a des capacités uniques et celui-ci a une force physique incroyable. Il est valorisé par le royaume pour son potentiel militaire, peu importe ce qu'il fait. Elle raconte que lorsqu'il avait 3 ans, il a décapité son petit frère et maintenant il tue quiconque l'ennuie. Eris est impressionné par sa force et veut se battre contre lui.
Soudain, ils entendent Pax crier. Les gardes entourent Zanoba, le suppliant de laisser Pax partir, mais ils le traînent jusqu'au cachot et le suspendent devant Rudeus. Ginger se précipite et exige que Zanoba relâche Pax. Tous les gardes et Eris regardent la scène se dérouler. Zanoba dit à Pax que s'il veut se sauver, il doit laisser Rudeus partir. Pax refuse et Zanoba serre plus fort. Ginger supplie Zanoba d'arrêter et Pax menace sa famille. Eris rit de Pax et dit aux gardes que Ruigurd sauve leur famille. Ginger dépose son arme et retourne soutenir Zanoba qui menace de décapiter Pax. Pax finit par accepter de laisser partir Rudeus. Zanoba le relâche mais casse la main de Pax pour faire bonne mesure. Rudeus est libéré et les gardes récupèrent leur famille. Rudeus explique l'histoire. Il s'approche d'Aisha et lui tapote la tête. Zanoba court vers Rudeus et le lance en l'air. Il atterrit maladroitement sur le dos. Aisha demande à Eris de lui raconter leurs aventures et elle accepte. Rudeus commence à charger le chariot. Lilia apporte à Rudeus sa boîte à trésors. Il voit un pendentif étrange à l'intérieur et demande ce que c'est. Lilia lui dit que c'est le cadeau de Sylphie pour son 10e anniversaire. Il se souvient de Sylphie. Lilia le serre dans ses bras, lui souhaite un joyeux anniversaire et s'excuse de l'avoir manqué. Il lui fait remarquer qu'elle le touche. Elle le traite de grossier, mais est contente qu'il n'ait pas changé. Elle dit qu'elle est heureuse qu'il soit en vie et il répond qu'il est content qu'elle et Aisha soient en sécurité. Lilia demande si Aisha a été irrespectueuse envers lui et il dit non. Il la qualifie de brillante et complimente Lilia pour l'avoir bien élevée. Lilia répond qu'Aisha n'a pas tout à fait égalé ses traits incroyables, la qualifiant de relativement terne. Aisha court pour lui demander une faveur. Elle veut les rejoindre dans leur voyage. Elle parle de son destin de servir un jour son demi-frère et pleure qu'elle ne le veut pas. Elle le supplie de la sauver. Il est à court de mots. Elle mentionne faire des bébés et il la réprimande, disant que les enfants ne devraient pas parler de ça. Il enlève son collier et le lui donne à garder, expliquant que cela signifie laisser une partie de lui-même avec elle. Il le relie au souvenir de son frère. Elle comprend et accepte. Il lui sourit et elle est captivée. Ils partagent un rire et Lilia est contente qu'ils s'entendent bien. Alors que le chariot part avec Lilia et Aisha, elles font signe au revoir et Aisha promet qu'ils se reverront. Elle s'excuse auprès de Rudeus de l'avoir traité de pervers et espère qu'il n'est pas en colère. Rudeus est surpris. Eris dit qu'Aisha est intelligente et l'a percé à jour dès le début. Il se demande comment elle a deviné. Pax et Zanoba sont exilés, et le royaume prétend qu'ils étudient à l'étranger pour sauver la face. Une silhouette gît dans la neige, et Rudeus réfléchit à la façon dont les mauvaises choses arrivent toujours de nulle part. Il partage une longue histoire sur sa vie, de son passé à son présent, soulignant comment les événements se déroulent soudainement. Il affirme que peu importe qui vous êtes, la soudaineté des décès des gens est la seule vérité indéniable. Rudeus, Eris et Ruigurd entreprennent un voyage difficile. Ils rencontrent des dragons rouges, et Eris exprime son désir d'en chasser un jour. Eris et Ruigurd s'entraînent ensemble, semblant être de force égale. Rudeus observe leur combat acharné, captivé. Lorsqu'ils terminent, il applaudit et leur lance des serviettes. Ruigurd dit à Eris qu'elle peut maintenant se considérer comme une guerrière. Il lui assure qu'elle est une adulte et qu'elle a une force égale aux plus grands guerriers de leur temps. Rudeus est d'accord avec les mots de Ruigurd. Eris pense que c'est un rêve et demande à Rudeus de la pincer. Il la pince à un endroit inapproprié, ce qui la pousse à le frapper, l'envoyant voler à travers leur campement. Elle répète le conseil de Ruigurd de ne pas devenir arrogant, notant que cela signifie qu'il ne la traitera plus comme une enfant. Leur voyage les mène à un col de montagne enneigé où ils voient les dragons. Eris est impatiente de les combattre, mais Ruigurd l'exhorte à être rationnel. Il l'informe que certains des combattants les plus forts n'auraient aucune chance contre les dragons parce qu'ils attaquent en groupe. Ruigurd explique que seuls les plus habiles pourraient affronter un troupeau entier de dragons. Ruigurd et Eris se figent, les yeux écarquillés. Rudeus se sent confus, fixant la brume jusqu'à ce qu'il aperçoive deux silhouettes s'approchant d'eux. Elles passent et s'arrêtent. Ruigurd dit aux deux autres de rester immobiles et de ne pas bouger d'un pouce. Leur animal de bas s'enfuit et saute d'une falaise. Un des hommes mystérieux demande s'il est Ruigurd. Rudeus utilise sa prévoyance pour prédire le prochain mouvement de l'homme. L'homme identifie correctement Eris mais ne reconnaît pas Rudeus. Ruigurd et Eris demandent qui ils sont et comment ils les connaissent. L'homme mentionne qu'ils sont dans un endroit étrange, mais cela n'a pas d'importance pour lui et il ne peut rien y faire. Il se tourne pour partir, mais Rudeus le rappelle. Rudeus se présente, et l'homme se présente comme Orsted. Rudeus demande comment il connaît Ruigurd et Eris, ce à quoi Orsted répond qu'il ne les connaît pas. Il interroge Rudeus sur ses parents, affirmant que Paul ne devrait pas avoir de fils, seulement 2 filles. Orsted s'avance vers Rudeus. Mais Ruigard lui dit d'arrêter. Il remarque que Rudeus maintient le contact visuel et le souligne. Il demande à Rudeus ce qu'il veut. Rudeus demande si Orsted connaît la catastrophe de Mana, mais Orsted dit qu'il ne sait pas et Rudeus s'excuse. Orsted demande alors si Rudeus connaît l'homme et l'attaque lorsque Rudeus confirme qu'il le connaît. Ruigard pousse Rudeus de côté et fait face à l'attaque.
Orsted l'accuse d'être un apôtre de l'homme, tandis que Rhuigar dit à Rudeus de prendre Eris et de fuir. Orsted assomme Rhuigar et se tourne vers Rudeus. Eris essaie de bloquer l'attaque, mais il la rejette de côté. Il dit à Eris qu'elle a beaucoup de potentiel, mais qu'elle a besoin de plus d'entraînement. Il attaque Rudeus, le faisant cracher du sang. Il donne à Rudeus un message à transmettre à l'homme quand il mourra. Eris tente d'utiliser la magie du feu contre Orsted. Rudeus lance des sorts, mais Orsted les contre. Il invoque un dragon et Rudeus conjure des flammes violettes pour combattre le dragon d'Orsted. Orsted commence à penser que Rudeus pourrait être à la hauteur de la plus. Il finit par tuer Rudeus juste devant Eris, la laissant le cœur brisé. Eris crie pour que quelqu'un sauve Rudeus. Rudeus se réveille à nouveau dans le royaume de l'homme. Ils discutent. Rudeus demande à l'homme pourquoi Orsted l'a attaqué quand il a découvert qu'il le connaissait. L'homme explique que c'est parce qu'il est le dragon maléfique. Rudeus critique l'homme pour ne pas l'avoir averti à propos du dragon. L'homme dit qu'il ne peut rien voir à propos du dieu dragon. Il explique que la malédiction du dragon l'empêche de le voir. L'homme dit à Rudeus que le dragon est un enfant maudit avec 4 malédictions. Il explique qu'une des malédictions du dieu dragon est que chaque être vivant le déteste ou le craint. Il note que Rudeus ne fait ni l'un ni l'autre parce qu'il vient d'un autre monde. Il dit à Rudeus que c'était similaire avec Rhuigar à cause de la malédiction des lances. L'homme rassure Rudeus que la malédiction sur les supers s'estompera progressivement. L'homme-dieu continue d'expliquer les malédictions à Rudeus et discute de la force du dragon. Il discute de la hiérarchie des dieux. L'homme informe Rudeus qu'il n'est pas encore mort. Rudeus se réveille et s'étouffe. Il se demande pourquoi il est encore en vie. Eris explique qu'Orsted est revenu et a utilisé un sort de guérison sur lui. Rudeus est déconcerté. Il serre Eris dans ses bras et elle le frappe légèrement en pleurant. Il s'excuse de l'avoir inquiété et elle se sent soulagée qu'il aille bien. L'épisode commence avec du sang qui goutte sur le sol. Rudeus est dans la salle de bal entouré de sa famille et de ses amis qui parlent et s'amusent. Sylphie, Roxy et Eris se tiennent devant lui et il voit des dragons. Du sang coule sur son visage, obscurcissant sa vision. Une image se brise et il se retrouve seul dans la salle de bal. Le temps semble s'inverser et il est de retour dans son ancien corps, debout dans son appartement. Il regarde dehors et voit les gens de sa nouvelle vie. On dirait qu'il les quitte. Alors qu'il leur demande d'attendre, une main transperce sa poitrine, créant un trou béant. Il se réveille et Rhuigar lui demande s'il va bien. Rhuigar demande à Rudeus à propos de l'homme et Rudeus explique. Il dit à Rhuigar que la terrible réputation des Superdes vient d'une malédiction. Il explique aussi ce que Laplus a fait aux lances qu'il a donné aux Superdes. Rhuigar a l'air abattu, mais Rudeus le rassure en disant que la malédiction s'estompe et que couper ses cheveux a aidé. Rhuigar se sent soulagé et Rudeus retourne dormir. Pendant leur voyage, Rudeus essaie de comprendre un des sorts qu'Orsted a utilisé contre lui. Rudeus arrive chez lui dans sa maison d'enfance et la trouve en ruine. Il se remémore les souvenirs créés là-bas. Il va à son arbre et pense à tout le temps passé avec Sylphie. Rhuigar et Eris viennent lui tenir compagnie. Rhuigar annonce ses projets de départ, disant à Rudeus qu'il est en dette et que Rudeus lui a appris qu'il a plus d'options qu'il ne l'avait jamais réalisé. Il promet de ne jamais oublier un instant de leur temps ensemble et remercie Rudeus pour son aide. Il dit à Eris qu'elle a un talent incroyable et loue son audace. Il demande s'il peut les traiter comme des enfants et leur tapote la tête. Eris pleure beaucoup. Rhuigar veut rendre l'amulette de Rudeus, mais Rudeus lui dit de la garder. Il dit qu'ils se reverront et s'éloigne. C'est un adieu doux amer pour Rudeus, et il pleure aussi. Rudeus et Eris se dirigent vers Phytoa, trouvant des tentes à l'extérieur des murs de la ville. Eris aperçoit Ghislaine et l'appelle. Elle descend de son cheval et se précipite vers Ghislaine. Le majordome les salue et dit à Rudeus d'attendre dehors. Eris se dispute, et le majordome annonce que ses parents et son grand-père sont morts. Atroid demande à Odinster et lui dit que son père et Chaemar ont été téléportés ensemble et sont morts dans la zone de conflit. Sa grand-mère a été accusée de la catastrophe de Mana et a été décapitée. Rudeus devient contrarié et Eris lui dit de s'asseoir. Le majordome explique que Lord Philomenotos Greyra veut qu'Eris soit sa concubine. Ghislaine demande s'il est sérieux à propos de la proposition. Il répond qu'il se concentre sur l'héritage de la famille Boreas et les habitants de Phytoa, pas nécessairement sur Eris ou ses sentiments. Ghislaine dit à Eris qu'elle n'est pas obligée de faire ce que le majordome dit. Elle suggère qu'Eris s'enfuit pour trouver le bonheur. Eris leur dit à tous les deux de se taire et de partir pour qu'elle puisse réfléchir, en voyant même Rudeus au loin. Elle commence à pleurer. Ghislaine raye des noms d'une liste et dit à Rudeus que c'est une liste de personnes disparues lorsqu'il demande ce que c'est. Le nom de Sylphie est rayé, ce qui alarme Rudeus. Ghislaine demande s'il a vérifié les noms des morts. Il le fait et comme son nom n'y figure pas, il est rassuré qu'elle soit en vie. Rudeus est allongé sur son lit et regarde dans le vide quand Eris demande à le voir. Il lui demande ce qu'elle veut faire. Elle ne se soucie pas de la situation et dit à Rudeus qu'elle est toute seule. Elle lui rappelle qu'elle a eu 15 ans et il s'excuse d'avoir oublié et de ne pas lui avoir offert de cadeau. Il lui demande ce qu'elle veut et elle dit qu'elle veut une famille. Le lendemain, Rudeus est excité par l'expérience qu'il vient de vivre. Il découvre qu'Eris est partie. Elle a laissé des mèches de ses cheveux sur son sol et une note. Il se précipite vers Alphonse pour demander où est Eris. Alphonse lui dit qu'Eris est partie en voyage avec Ghislaine et lui a dit de ne pas informer Rudeus.
Le cœur brisé, Rudeus pense qu'il a été abandonné et pleure de douleur. Eris et Ghislaine se reposent près d'un feu. Eris bouge et Ghislaine lui dit qu'elle peut continuer à dormir. Eris répond qu'elle va bien et qu'il est l'aube. Elles continuent leur voyage. Rudeus se sent triste qu'Eris l'ait quitté. Les gens commencent à planter leurs champs, espérant des jours meilleurs. Rudeus est de retour dans son ancienne vie, faisant la queue pour la cafétéria. Des gars lui passent devant et il essaie de les confronter. Ils le frappent avec des ballons de basket et décide de le déshabiller et de l'accrocher là où tout le monde peut le voir. Il est assis seul dans sa chambre et résiste à toutes les tentatives de réconfort. Il pleure parce qu'il se sent humilié et isolé. Rudeus se cache dans sa tente, mais Alphonse vient le tirer du lit, lui demandant de l'aider à creuser des puits et à construire des maisons. Alphonse mentionne qu'il prévoit de signaler la mort d'Eris, ce qui réveille l'intérêt de Rudeus. Alphonse explique que révéler la mort d'Eris pourrait arrêter leurs efforts de reconstruction, donc ils retarderont les annonces. Il partage son plan pour restaurer Phyto à sa gloire d'antan, mais Rudeus lui dit de le laisser tranquille. Alphonse explique la situation plus en détail à Rudeus et lui rappelle qu'il n'est pas le seul à souffrir. Après le départ d'Alphonse, Rudeus réfléchit à ce qu'il aurait dû faire différemment. Pendant ce temps, Eris vainc un monstre, et Ghislaine lui demande si elle est sûre que c'est ce qu'elle veut. 3 hommes remercient un autre homme pour son aide, et cet homme s'avère être Ruygerd, qui se présente. Eris parle de Rudeus en marchant avec Ghislaine, disant qu'elle n'avait pas peur quand il était avec elle. Les 3 hommes posent des questions à Ruygerd sur le fait d'être un super. Eris mentionne ses inquiétudes d'être un fardeau pour Rudeus après avoir envisagé sa possible mort. Les hommes admirent le bijou de Ruygerd, et Eris a l'impression d'avoir freiné Rudeus. Ruygerd dit aux hommes que les supers ne mangent pas les enfants. Eris admet qu'elle aime Rudeus et veut être avec lui, mais ne se sent pas encore digne. Elle veut devenir plus forte pour être son égale. Rudeus sombre davantage dans la tristesse. Une charrette transportant Zanoba voyage le long d'un chemin enneigé. Guise marche sur un chemin désertique, pensant à la façon dont Rudeus pourrait conjurer de l'eau pour étancher sa soif. Hina et Gear s'entraînent au combat, et il lui donne des conseils pour améliorer sa posture. Les 2 derniers guerriers Takenobu ont l'occasion de visiter l'océan, et quelqu'un demande s'ils ont rencontré Deden. Rudeus continue de se morfondre en écoutant sa famille parler. Talahan, Kishiriku et Roxy participent à un concours de boissons, et Kishiriku gagne. Roxy se réveille dans un bar et voit le barman menacer Kishiriku de ne pas avoir payé sa note. Le barman la saisit pour la vendre, mais Roxy propose de payer à la place. Cela la fait craquer, et Kishirika propose de la récompenser. Roxy exige une récompense, et Kishiriku se présente comme la grande impératrice du monde démoniaque, offrant de donner à Roxy un œil de démon. Cependant, Roxy veut qu'elle utilise l'œil pour localiser quelqu'un pour elle, spécifiquement la famille de Rudeus. Paul descend précipitamment les escaliers pour saluer Aisha et Lilia. Lilia éclate en larmes, et Paul essaie de la réconforter. Norn cherche Zenith mais ne la trouve pas. Paul explique à Norn que Zenith attend que Rudeus la trouve. Kishirika dit à Roxy que